Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans cette toute première émission de Tempo. Aujourd'hui, on va parler de musique classique et de jeunesse, deux sujets qui peuvent paraître difficiles à associer et pourtant. En effet, avec nos deux invités du jour, Thomas et Vanny, nous allons débattre d'un sujet de société. Est-ce que la musique classique peut encore apporter quelque chose aux jeunes générations ? Si on en croit les chiffres, les jeunes d'aujourd'hui se désintéressent complètement de la musique classique. En 2003, seuls 3% des 15-19 et 4% des 20-24 ans déclaraient la musique classique comme leur genre préféré, contre 15 et 25% en 1973. Les premières conclusions qu'on serait tenté de faire à la vue de ces chiffres sont peut-être « les jeunes sont incultes » ou « les vraies valeurs se perdent » ou encore « je vais voter extrême droite aux prochaines élections pour sauver la France », mais nous allons essayer d'élever le débat un peu plus haut que les réflexions de certains boomers. Pour cela, nous avons avec nous Thomas, étudiant en première année de médecine et musicien depuis ses 4 ans au conservatoire dans la classe de harpe. En bref, Thomas est un véritable amoureux de la musique classique. Notre deuxième invitée, Vanny, est étudiante en master de médiation de la musique et écoute principalement des musiques urbaines, le nouveau nom donné dans les années 80 à la musique afro-américaine. Thomas et Vanny appartiennent tous les deux à la fameuse catégorie des jeunes. Ils ont grandi avec Internet, ils ont un smartphone et savent l'utiliser. Ils passent pas mal de temps sur Instagram et TikTok. Bienvenue dans la classe d'âge décrite comme irresponsable par de nombreux ancêtres. Ils vont aujourd'hui s'affronter sur le ring bienveillant de Tempo pour l'affrontement. Bonjour Thomas. Bonjour. Je t'ai présenté comme un amoureux de la musique, mais qu'est-ce qu'elle t'apporte exactement, cette musique ? C'est-à-dire qu'en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours baigné dans un environnement où on écoutait beaucoup de musique classique et on vivait beaucoup autour de la musique classique. C'est-à-dire que ma grand-mère, dès que j'allais chez elle, les enceintes, elle crachait des morceaux de Beethoven joués par Richter ou je sais pas, mais à chaque fois, il y avait dans la voiture, à la maison, de la musique classique. Et moi, je me suis construit par rapport à ça. Et quand j'étais jeune, quand j'étais en primaire notamment, et après au collège, j'en écoutais très peu par moi-même parce que quand j'étais vraiment jeune, mes parents ils me disaient non, tu peux pas écouter de musique actuelle, de trucs comme ça. Nous, on écoute des trucs, comment dire, savants, qualitatifs, tout ça. Il y avait un peu un côté élitiste, mais assez mélomane chez mes parents. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à aimer moi-même le truc. Je suis tombé dans la faille, en fait. Mais j'ai jamais arrêté d'écouter des trucs plus modernes, plus récents, plus urbains, comme on dit. Voilà. Donc du coup, en fait, maintenant, aujourd'hui, la musique, c'est ma culture musicale. C'est un mélange très, très sympa entre des trucs qui datent des époques où personne ici était né et qui sont extrêmement techniques, compliquées, de la musique savante, quoi, et du métal, du rock, du rap, des trucs un peu plus cool, quoi. Un peu moins prise de tête. Voilà. D'accord. On va faire une petite précision de vocabulaire. On va utiliser les deux termes, donc musique savante et musique classique, au cours de l'émission. Mais il faut savoir qu'en fait, il est préférable de parler de musique savante dans notre cas. En effet, la musique savante, c'est en très très gros la musique écrite entre le XIIIe siècle et aujourd'hui dans certains milieux. Et la musique classique, en fait, c'est la musique écrite par Haydn et Mozart et plein d'autres gens entre 1750 et 1800. Donc, on parle plutôt, dans ce cas-là, de musique de la période classique. La musique savante, quant à elle, ça englobe beaucoup plus de compositeurs, des compositrices d'époque, de formation, que la musique de la période classique. On trouve des pièces pour instruments seuls, pour voix seule, pour piano et voix, pour des pièces de musique de chambre avec 4-5 instruments, des pièces pour chœur à 2, 3, 4, 5 ou 6 voix, avec chaque fois plusieurs personnes par voix, des pièces pour petit orchestre, pour orchestre symphonique, pour chœur et orchestre. Ça commence à faire un sacré paquet de musique à écouter. Donc, si vous êtes curieux de découvrir plusieurs styles de musique savante, vous pouvez aller écouter notre playlist Musique savante sur notre compte Spotify, Tempo, l'émission musicale. Vous trouverez des pièces de toutes les époques pour formations variées, classées dans l'ordre chronologique. Et toi, Thomas, parmi tous les styles de musique savante, est-ce qu'il y a des époques ou des styles que tu préfères ? Ludwig van Beethoven est mon compositeur préféré depuis tout le temps. C'est un amour, quoi. C'est vraiment une passion. Genre là, tout à l'heure,
J'étais dans la gare pour venir ici, j'étais sur le pont, il y avait du vent, il y avait de la pluie. Et genre le troisième mouvement de la sonate au clair de lune, qui est un truc hyper connu, hyper cliché, mais genre avec les éléments, j'étais là en mode waouh, waouh. Non, c'est vraiment non mais globalement la période romantique et globalement début du romantisme, j'aime beaucoup. Mais après j'ai pas de truc absolument incroyable où je suis en mode cette période-là et pas une autre. Ça m'arrive d'écouter plein de trucs différents et pas trop du classique pur, Mozart, tout ça, ça a tendance à m'ennuyer un peu, mais à part ça, non, j'ai pas trop de spécificité. Après, j'ai des goûts, j'ai des différents avec des gens par rapport à ces goûts-là, mais plus tard. c'est plus la technique, c'est plus... Voilà. Ok. Et tu nous as dit que tu écoutais beaucoup de musique savante, mais t'as des groupes préférés qui sont pas du tout de musique savante, du coup? Genre, t'as dit que t'adorais Beethoven, mais est-ce qu'il y a des groupes de métal que t'aimes beaucoup? Sans rentrer dans des trucs un peu trop obscurs, dans des trucs un peu connus, System of a Down, c'est peut-être mon groupe préféré, voire le meilleur groupe de l'histoire en fait, parce que bon, il n'y a pas d'objectivité en termes de musique, il n'y a pas de subjectivité, il n'y a que de l'objectivité. Et sinon, non, j'ai des coups de cœur un peu plus honteux, mais, mais on n'est pas là pour parler de ça. Hein. Et est-ce que tu écoutes de la musique savante pour les mêmes raisons que tu écoutes des musiques urbaines ou du métal et tout? Ouais, j'écoute de la musique pour ressentir des émotions, ressentir des choses, et puis pour accompagner en fait le quotidien, la vie de tous les jours, tout ça. Quand je fais un truc, j'aime bien avoir de la musique qui va avec ce que je fais, qui me fait ressentir des émotions. Et même parfois, j'écoute juste de la musique pour écouter de la musique, et ça peut être autant un album qui est sorti en 2015 que une sonate qui a été écrite en 1700, quoi. Trop cool. Vanny, je t'ai présenté comme quelqu'un qui adore les musiques urbaines. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes styles de musique urbaine préférés? Qu'est-ce que tu écoutes la plupart du temps? Alors, en tout premier, ce sera le rap. Alors après, il y a un nombre de styles de rap. Je commencerai pas parce que c'est un genre en fait extrêmement compliqué. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup l'afro. Et tout ce qui est dans ces rythmiques-là, donc ce qui s'en rapproche de près ou de loin, mais c'est un peu à la mode en ce moment, ça va être tout ce qui est les sons latins aussi, latino, toute cette nouvelle vague de pop latino urbaine. Despacito. Voilà, bon, pas Despacito en l'occurrence, parce qu'après la 100 millième fois, on commence à en avoir marre, mais dans ces rythmiques-là, j'aime beaucoup. Et selon toi, qu'est-ce que la musique que tu écoutes t'apporte personnellement? Je te rejoindrai, Thomas, sur l'idée des émotions et d'un accompagnement au quotidien, sur écouter un son qui peut mettre en exergue une émotion, le truc d'écouter un son triste quand on est triste, qui est très très mauvais psychologiquement, mais qui fait en fait beaucoup de bien, parce qu'on arrive à s'accrocher à une émotion parce qu'on écoute la musique, et ça peut nous faire pleurer, nous faire crier. Et au-delà de ça, je suis danseuse de formation, et en fait j'écoute de la musique parce que ça me fait penser à de la danse. Donc si j'écoute une musique, je dirais 90% du temps dans ma tête, je m'imagine sur la scène de je sais pas, La France a un incroyable talent, en train de faire un truc de ouf que je pourrais jamais faire en vrai. Mais voilà, c'est ça. J'adore. Et est-ce qu'il t'arrive d'écouter de la musique savante? Oui. Alors, quelles occasions? À quelles occasions? Donc, ce que j'écoute comme musique savante, pour le coup, ça va être de la musique de ballet. C'est par ça que moi, je suis venue à la musique savante, du coup. Donc, je connais assez peu, en fait, la musique savante, dans le sens où tout ce qui est musique de chambre, récital, toutes ces autres choses-là, je les ai plutôt étudiées en cours, et moins par plaisir personnel. Après, au-delà de ça, ça va être de la musique de ballet. Pour la même raison que tout à l'heure, c'est que j'y suis venue soit en le dansant, soit en le voyant sur scène. Et du coup, des fois, à la maison, je me retrouve à écouter le Lac des Cygnes et me dire « Ah ouais, un jour, je ferai ça peut-être ». Grâce aux chiffres évoqués dans l'introduction de cette émission, on voit bien qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des jeunes n'écoutent plus de musique savante. Est-ce que tu penses que c'est en partie à cause de l'ancienneté de la musique classique ? Pas uniquement, entre autres, je pense. Et je pense qu'il y aura un effet qui sera le même sur le rap dans 100 ans. On dira « Oh, c'est quoi cette musique de vieux ?» Alors qu'en fait, et au-delà de ça, il y a des barrières...
il y a des barrières économiques, il y a des barrières sociales, il y a des barrières de niveau de diplôme, de choses comme ça, qui sont en fait des barrières réelles qui existent dans plein d'endroits. Il y a des barrières physiques aussi. L'Opéra Garnier, il y a une espèce de piédestal du bâtiment de l'Opéra Garnier où il faut s'habiller, il faut y aller en talons, paillettes, alors qu'en soi, personne officiellement le demande. Si j'ai envie d'aller en jogging à l'Opéra Garnier, c'est mon problème, c'est le problème de personne J'y d'autre. suis allé en jogging, je Voilà. l'ai fait. Mais voilà, et en fait, il y a une espèce d'imaginaire autour de l'Opéra Garnier. Je prends cet exemple-là parce que c'est le plus flagrant, on va dire, mais qui existe pour Bastille aussi, malheureusement, et qui fait que les gens n'y vont pas, et encore moins les jeunes. Le prix des billets aussi, parce qu'on peut en parler, un spectacle à l'Opéra Garnier, c'est 120, 130 euros en Ouais, moyenne. si t'es tout Voilà. devant. Après, si t'es Non, dans même pas tout devant, Ah ouais ça coûte cher, ça coûte Même vraiment au fond de cher. la salle où tu vois rien. Dans les pigeonniers, c'est non, moins cher. apparemment, on m'avait dit que dans les loges, derrière, c'était moins cher, mais je sais que devant, enfin, j'y suis allé 2 fois dans ma vie, mais je sais que c'est assez cher quand même comme truc. Et ce qui est normal, parce que c'est un déplacement de... Souvent, c'est des ballets à l'Opéra Garnier, ou des spectacles, ou des opéras. Donc du coup, c'est un déplacement de moyens, c'est un... Enfin, il y a quoi? Il y a 1000, 2000 personnes qui travaillent derrière chaque spectacle, donc il faut les rémunérer, tout ça, mais ça coûte quand même très cher par rapport à des concerts qui sont un peu plus underground, où ça va être plus... Bah, ça va être plus on va payer système D, moins quoi. cher, ça va être plus marrant et plus... ouais, voilà. Et par rapport à l'ancienneté de la musique classique, tu penses, comme Vanny, qu'il n'y a pas que ce paramètre-là, ou tu penses que vraiment ça c'est un truc clé en mode bon bah on n'écoute pas ça parce que c'est vieux et moisi et... Enfin, déjà, ça a toujours été quelque chose élitiste, la musique classique, même à l'époque où c'était composé. Le fait que ça nécessite beaucoup de moyens techniques, rien qu'à l'époque, et que c'était des trucs qui étaient faits quand même pour des populations riches. Les compositeurs, ils composaient pas pour le peuple. Il y a toujours eu une musique plus profane, plus comment on appelle ça, plus populaire en fait, oui, plus populaire à toutes les époques. Et le paysan en 1700, avant de renverser le roi de France, il n'écoutait pas la musique classique, quoi. Son truc, c'était pas Jean-Baptiste Lully, c'était plus le troubadour du coin avec son luth. Donc en fait, non, mais il y a toujours eu au-delà de la blague, il y a toujours eu un côté assez élitiste, quoi, dans la musique classique. Et en fait, on est peut-être dans l'époque où c'est le plus facile d'y accéder, parce qu'aujourd'hui, grâce aux moyens de diffusion, Internet, même les CD, tout ça, en fait, à partir du moment où le CD a été inventé, on a pu écouter de la musique classique sans se faire déplacer un orchestre de 60 personnes, et bah, c'est quand même pas si mal, quoi. Ça permet de démocratiser le truc. Puis mine de rien, ça coûte beaucoup moins cher d'acheter un CD. Ouais. Aujourd'hui, les musiciens très appréciés de la jeune génération mettent en valeur leur autosuffisance. Ils créent de la musique grâce à leur ordinateur. Une majorité écrasante d'entre eux n'a jamais pris de cours de formation musicale, enfin de solfège en tout cas. Est-ce que tu penses, Vanny, que l'élitisme dont on parlait tout à l'heure, c'était de la musique savante, c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes s'y intéressent plus? On a commencé à y répondre, mais on peut approfondir. Je pense que ça fait partie de tout ce mouvement. Après, au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un goût général des jeunes générations qui change. Et la musique classique, elle devrait être dans les cursus de chacun au niveau de la musique, tout comme le rap et les musiques dites urbaines ou dites actuelles devraient l'être aussi. Et il y a l'élitisme de la musique classique, comme tu disais Thomas, et maintenant il y a quand même un accès à la musique qui est assez incroyable, même sur Spotify, YouTube, Deezer, toutes ces chaînes de diffusion massive, qui fait qu'un jeune, quelle que soit sa situation, pourrait, s'il le souhaitait, au-delà de tout autre facteur, parce que bon, évidemment, ça ne s'arrête pas à ça, au-delà de tout autre facteur, pourrait aller écouter de la musique classique chez lui si ça lui fait plaisir. Et il y a après une idée de barrière autre, je pense, qu'il faut combattre, au-delà du côté élitiste, qui aujourd'hui pourrait être combattu par d'autres formes. Alors effectivement, c'est pas aller à l'Opéra Garnier tous les mois. Ce sera jamais, enfin, je pense qu'en vue des prix de l'Opéra Garnier, ce sera jamais quelque chose de faisable. En tout cas, mais donner un accès aux jeunes générations, que ce soit nous, que ce soit les plus jeunes, c'est faisable. Mais je pense qu'il faut y aller par d'autres manières. Faut rendre ça fun, hein, moi je suis d'accord. Hein. Voilà, c'est ça. Faut arrêter de faire croire que la musique classique c'est des trucs barbants. En fait, le problème c'est qu'on a un côté où on nous fait croire que c'est des trucs barbants en fait. La musique classique, pour pas mal de jeunes, pas moi parce que j'ai eu beaucoup de chance, mais
pour pas mal de jeunes, même de mes potes, hein, c'est pas une question de niveau social, hein. J'ai des amis qui sont genre j'ai fait ma primaire dans un endroit assez pas défavorisé, mais genre dans un endroit assez normal, et ensuite je suis parti dans les quartiers bourgeois de Paris, et même dans les quartiers de bourgeois de Paris où j'ai fait mon collège et mon lycée, les jeunes ils avaient pas tous une culture musicale, ils avaient pas tous fait du violon, ou je sais pas, il y a pas le cliché de la famille bourgeoise parisienne traditionnelle avec son violon, tout ça. Ils écoutaient des trucs assez enfin ils écoutaient leurs parents écoutaient souvent de la musique française des années 60-70 de leur jeunesse, et eux ils écoutaient leurs propres trucs, quoi. Et en fait, la plupart, pour 80... C'est quoi les chiffres? C'est 5%, c'est ça? Je pense que pour les 95%... Non, peut-être pas 95, mais pour genre 80% de la population jeune aujourd'hui, la musique classique, leur première découverte de musique orchestrale qui n'est pas de la musique de film, en fait, c'est en cours de musique au collège. Et les cours de musique au collège, on y est tous allés. Bon, voilà, quoi. On s'en rappelle tous. C'est ça. Bah, clairement. Et les moins chanceux d'entre eux avaient une flûte à bec dans les mains. Et je pense que rien que ça peut les dégoûter. Non, on devait chanter. Ah là là. Ouais. Mais c'est vrai que l'histoire des musiques de films, par exemple, c'est hyper intéressant. Parce que ça peut être un moyen très simple et en fait assez ludique de faire montrer aux jeunes que vous écoutez de la musique classique, donc de la musique orchestrale, pardon. Symphonique, ouais. Voilà. Sans même vous en rendre compte. Bah oui, il suffit de regarder Seigneur des Anneaux et... Voilà, c'est exactement l'exemple que j'allais prendre. Mais même au-delà de ça... Même au-delà de ça, il y a une semaine, j'ai écouté un concert live de Bring Me the Horizon, et en fait, c'est le concert au Royal Albert Hall, et en fait, il est soutenu, c'était un concert avec un orchestre, quoi. Les mecs qui jouaient du métal, et derrière, il y avait un orchestre, parce que pourquoi pas, quoi. Et ça rentrait bien, et le métal symphonique, ça existe. Et il y a même des compositions de rap, je sais pas si t'écoutes Post Malone, Internet, sur le dernier album, à la fin, il y a des violons. Hein, mais il y en a plein. Et il y a même des artistes aujourd'hui, c'est à la Philharmonie, je crois que c'est Nino, a fait un concert à la Philharmonie avec l'orchestre de la Philharmonie. Et en fait, il y a eu pas mal de retours sur ça, parce que je pense que les gens ont découvert le fait que le rap ne veut pas dire en opposition forcément à l'orchestre. Oui, c'est ça. Et qu'en fait, ça peut marcher, et ça marche. C'est la preuve. Oui, comme quoi, il peut y avoir n'importe quel crossover. Voilà, ça peut marcher. On parlait de démocratisation aussi tout à l'heure. Thomas, toi qui étudies la musique, est-ce que tu penses que la démocratisation du processus de création musicale, c'est plutôt une bonne chose, ou tu serais plutôt opposé à ça? Moi, je suis anti-élitiste, donc je suis plutôt... Moi, je suis plutôt pour que tout le monde ait le même accès et en fait choisisse son menu, sa carte. Je dis pas qu'il faut... Enfin, si, je dis qu'il faut qu'on écoute tous de la musique savante, orchestrale, tout ça, parce que c'est tellement large que je comprends pas le... Non, mais moi, j'aimais rien, tu vois. Même Vanille, oui. Tout à l'heure, tu disais, les ballets de Tchaïkovski, le lac des Cygnes. Le lac des Cygnes, le lac des Cygnes, c'est le lac des Cygnes, quoi. Ça a un intérêt, tu vois. Voilà, et je pense que du coup, on n'est pas obligé de tout aimer dans la musique savante. Moi, j'aime pas tout, et je pense que c'est une bonne chose qu'on ait tous notre accès. Mais je pense qu'il y a une démarche, en fait, d'accès à ça qui manque, en fait, qui est assez manquante. C'est-à-dire que moi, j'ai fait du conservatoire pas parce qu'on m'y a forcé, mais parce que mes parents m'y ont emmené, quoi. Et si mes parents m'y avaient jamais emmené, j'en aurais jamais fait. Et je serais pas là à parler de musique aujourd'hui, quoi. C'est ça, en fait. Et je pense que c'est une chance que j'ai eue, et que c'est une chance qu'on peut pas tous avoir, et c'est dommage, quoi. Vanille, tu es en master de médiation de la musique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'impact des choix et des non-choix des salles de spectacle sur l'attrait de la jeunesse pour la musique savante? Oui. Vaste question, je sais. Oui. Il y a, je pense, une volonté aujourd'hui à la fois de diversifier les programmations pour faire venir plus de monde. Alors, jeune génération, je ne suis pas sûre que ce soit forcément le public que les salles essayent de chercher, même les salles de musique classique, parce qu'il faut quand même être réaliste aussi sur l'économie du monde de la musique. C'est que Opéra Garnier ou entre guillemets, petites salles de musique classique ont besoin de budget. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a des actions de médiation qui sont faites pour faire venir, pour diversifier du moins en tout cas le public, et pour essayer de faire en sorte qu'il y ait de nouvelles personnes qui passent le pas de la musique savante, quelle qu'elle soit. Après, diversification du programme, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Et qu'il y a surtout, au-delà de la diversification de la programmation, encore plus de médiation à faire auprès des jeunes publics. C'est qu'il faut aller les chercher, il faut alors, pareil, entre guillemets, les encadrer, mais en tout cas les amener, les accompagner à aller voir
aussi s'autoriser à ne pas aimer, comme tu dis, parce qu'il y a aussi un côté, on va vous amener à l'opéra et puis vous êtes censé aimer, en fait, parce que c'est de la musique savante. Et je pense qu'il faut aussi accompagner les jeunes en disant, mais en fait, vous avez le droit de pas aimer. Découvrez, écoutez, plusieurs choses, pas plusieurs choses, comme vous voulez, mais vous avez le droit de pas aimer. Et je pense qu'il y a aussi vraiment tout un travail sur ça à faire, au-delà de toutes les barrières sociales, physiques, peut-être patata dont on a parlé tout à l'heure, un travail de c'est pas parce que c'est élitiste et c'est pas parce que c'est savant que vous devez l'aimer. Au contraire, si vous aimez le rap plus que la musique savante, grand bien vous fasse. Enfin, on s'en fout. Mais... Si vous n'avez pas de goût musicaux, grand bien vous fasse. Mais... non, mais je suis méchant. Mais c'est un peu ça le sous-entendu, c'est que bon, si vous aimez le rap, c'est pas grave. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que pour rebondir là-dessus, j'aime le rap. Je déteste pas le rap. J'écoute beaucoup de rap dans ma vie, mais en fait, quand j'ai commencé à écouter de la musique classique, j'aimais pas. Parce que c'est compliqué quand même. En fait, c'est de la musique savante. Si c'est savant, c'est parce que c'est construit, c'est parce que c'est des mecs qui ont fait qui ont vraiment fait des études musicales, bah pas tous, mais qui ont quand même construit des trucs assez compliqués et qui sont pas faciles à entendre en fait. Il y a plus d'œuvres qui sont difficiles à entendre que d'œuvres qui sont faciles à entendre parce qu'il y a des changements de tonalité, des changements de rythme, des changements, des accents, des trucs pas évidents. Et en fait, traîner ton gosse de 10 ans dans une salle pour lui faire écouter, je sais pas moi, un concerto de Tchaïkovski, bah il va pas aimer parce que même si c'est incroyable, même si c'est trop bien, l'oreille en fait, il faut qu'elle s'habitue, il y a une transition, tu peux pas passer de tout à rien comme ça en fait. Donc il y a plein de... Enfin, il faut commencer petit à petit, il faut pas y aller trop brutalement non plus quoi. Puis surtout, une symphonie, ça peut durer 40 minutes. Donc il y a aussi la question de la durée. Les musiques aujourd'hui, elles font genre entre 3 et 5 minutes, alors que tu vas au concert, ça dure 2 heures d'un bout à l'autre. Parfois, t'as des entr'actes quand tu vas à l'opéra, mais t'es chanceux, quoi. Tout à fait. Depuis tout à l'heure, on revient vachement à l'élitisme et au fait que l'accès au concert est en très grande partie limité pour les jeunes à cause du prix. Est-ce que c'est ton cas, Vanny ? Est-ce que c'est pour ça que tu vas pas très souvent en concert, etc. Oui, tout à fait. Tout à fait. L'opéra, j'y vais. C'est mon cadeau d'anniversaire, en général. Ça fait partie de toute une tradition familiale de... Vanny, elle aime bien Garnier, donc on lui file ça en cadeau d'anniversaire à 12. Mais sinon, de façon générale, c'est vrai que les musiques savantes, c'est vrai que les places de concert sont quand même... pas donné et c'est un peu le côté 30 € pour un concert, c'est un plein de courses quoi. Et après c'est un choix aussi, c'est-à-dire que moi je fais pas partie d'étudiants qui sont dans la précarité, qui sont dans la galère constante. J'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent encore. Donc, en fait, je sais même pas comment ces étudiants vivent. Et moi, je fais le choix de ne pas mettre mon budget dans les concerts et d'écouter la musique à la maison parce que je préfère la pratique d'écoute à la maison. Je pense qu'après, ça fait partie d'un choix personnel, en tout cas, de mettre son budget à certains endroits ou pas. Parce que j'ai des amis qui, en fait, travaillent et mettent leur budget dans le concert, que ce soit de musique savante ou d'autres musiques. Ouais, donc c'est vraiment un choix de vie, quoi, du coup. Tout à fait. Merci Thomas et Vanny pour cette première partie de discussion autour de la musique savante et de la jeune génération du coup que vous représentez. Tout de suite, une pause musicale en compagnie de Forêt.
Nous venons d'écouter La douce mélodie, les berceaux de Gabriel Fauré, chanté par Véronique Jean. Vous pouvez retrouver ce titre dans la playlist de Tempo sur Spotify. Je vous laisse désormais avec notre chroniqueur L'Explorazov qui vient nous parler d'arrangements d'œuvres existantes et d'un groupe d'arrangeurs qui lui a tapé dans l'oreille. Composition ou arrangement. Étant moi-même mélomane et musicien, mais n'ayant pas de base solide en solfège, j'ai souvent mélangé les deux avant d'en saisir la différence simple mais à connaître. L'arrangement se base sur quelque chose de préexistant, tandis que la composition, elle, est créative dès la première note. On va alors souvent placer la composition comme à un niveau au-dessus de l'arrangement, car lorsqu'on arrange, on n'a pas cette pulsion créatrice, cette volonté d'apporter au monde quelque chose de nouveau. Eh bien, je viens aujourd'hui défendre l'arrangement d'œuvres existantes. Étant un spectateur habitué des YouTube Poop, des montages parodiques empruntant des extraits de films, de documentaires et d'autres émissions, il n'est pas étonnant que mon attrait pour ce style audiovisuel m'ait conduit à apprécier son pendant musical. En effet, sur YouTube, les noms célèbres faisant plus cliquer que les inconnus, des reprises d'artistes populaires se sont rapidement retrouvées à être écoutées et partagées. Certaines d'entre elles étaient des copies quasi conformes de leur version originale, mais on a rapidement assisté à cette culture de l'arrangement et du mash-up avec des remixes comme le célèbre United States of Pop 2009. Cette culture de l'arrangement a pris un nouveau tournant ces dernières années, ou plutôt un aiguillage, parce qu'en réalité elle s'est surtout diversifiée vers plein de directions différentes, et cet aiguillage, c'est la volonté des artistes de détourner des morceaux de leur émotion et de leur style originel. Une chanson pleine d'entrain et de bonne humeur, rendons-la triste et déprimante. Un bon son de métalleux bien vénère, faisant-en une comptine pour enfants. Et dans ce domaine, un groupe sort du lot, un duo italien, les Melody Cabros. Deux frères, Dave et Joe, actifs sur YouTube depuis fin 2016 avec comme slogan « Weird Music for Weird People », littéralement de la musique étrange pour des gens étranges. Et oui, on peut appeler ça de la musique étrange. Melody Cabros est probablement le seul groupe qui va transformer Rap God d'Eminem, considéré comme un des morceaux les plus difficiles à rapper, en un reggae lent et hypnotique, mais qui est aussi capable de rendre Rammstein joyeux et enfantin, ou encore de changer la chanson Don't Worry, Be Happy en une version triste. Don't worry, be happy. Don't worry, just be. La spécialité de Melody Cabros, c'est ce genre de morceau, réarranger une chanson en lui donnant une émotion radicalement opposée. On aura donc du mal à leur trouver une patte artistique définie étant donné leur concept, mais ils semblent avoir une affection particulière pour un style qu'ils aiment mélanger à d'autres, le cyberpunk.
Des néons colorés, de l'électronique sauce années 80, entre grosses basses synthétiques et voix sous vocodeurs, le duo semble bien s'amuser à créer des clips de plus en plus professionnels et léchés, malgré les maigres moyens du bord. Ils expliquent d'ailleurs de temps en temps leur manière de composer et de créer leurs vidéos. Je vous invite aussi à regarder leur making-of qui montre qu'avec des bonnes idées, on peut arriver à trouver des solutions système D qui donnent un rendu de qualité supérieure, comme ici avec la reprise de Toxicity de System of a Down. Silence and sleep somewhere between the sacred silence and the sleep. Disorder, disorder, disorder. La morale que nous offre Mélodie Cabros, c'est faites-le. Il n'y a pas de barrière de style en musique. Vous voulez reprendre du Metallica au violoncelle, faites-le. Du Mozart au saxo, faites-le. Du Shakira au clavecin, faites-le. Tous les genres ont été créés à partir d'autres qui les précédaient. Être créatif, ce n'est pas inventer à partir de rien, c'est mélanger ce que l'on connaît d'une façon nouvelle. Alors écoutez, créez, composez et jouez. Merci beaucoup Lex pour ce super discours inspirant. Cette chronique est à retrouver en podcast sur Spotify, sur le site internet d'Artefact et sur la chaîne YouTube de l'Explorazov. Nous sommes toujours en présence de Thomas, musicien depuis de nombreuses années et grand amoureux de la musique savante, et de Vanny, étudiante en master de médiation de la musique et plus amateur de rap et de hip-hop que de musique savante. Thomas et Vanny sont nos invités dans l'émission pour discuter de la relation entre la musique savante et la jeune génération. Vanny, est-ce que pour toi c'est important de se sentir proche des artistes que tu écoutes ? Oui, d'un point de vue en tout cas personnel, je pense qu'il y a... Enfin, le rap par exemple, qui est entre autres mon sujet de recherche, donc du coup je suis un peu dans le, dans le prisme de ça en ce moment, mais il y a une proximité, non pas forcément de l'artiste en tant que personne, mais de ce qu'il peut dire, mais aussi de ce qu'il peut refléter. Le rap peut avoir, en tout cas, selon les artistes et les morceaux évidemment, mais peut avoir un rôle de vecteur d'identité. Il peut être l'image d'un problème social ou d'une joie sociale. Il peut être le rassemblement de personnes autour de quelque chose. Et je pense que c'est notamment dû au fait que ce sont des artistes qui vivent dans la même société que la nôtre. Ce qui fait qu'on peut avoir une proximité avec eux. Après, est-ce que ça veut pour autant dire que que j'apprécie moins la musique savante parce que les artistes sont décédés ou plus lointains ? Je pense pas. Je pense que quand j'écoute le Lac des Cygnes et que... je reprends cet exemple-là parce que... mais peu importe quel ballet c'est, la proximité me vient d'ailleurs. Mais c'est pas pour autant que je me sens pas proche de l'œuvre non plus. Après, je pense que c'est aussi peut-être par rapport à mon goût personnel et que du coup, Thomas, toi qui es mélomane et amateur de musique savante, qui l'apprécie vraiment à ce titre-là, tu ressens peut-être cette même proximité que moi je peux sortir avec certains artistes rappeurs, avec ces artistes-là. Mais je la ressens aussi avec des rappeurs. Oui, bien sûr. C'est pas ça, mais en fait, le truc, c'est que le rap en tant que musique, tu vois, c'est du texte. Mm-hmm. Il y a beaucoup de paroles. Tout à fait. Qui sont souvent très, pas premier degré, parce que c'est pas très premier degré, mais c'est très proche de... c'est terre à terre, il y a un côté assez terre à terre. Dans la musique classique, dans la musique savante, et même dans la musique avec des paroles, dans les leads. Tout à l'heure, j'écoutais Erlkönig de comment il s'appelle ? Schubert, oui. Schubert, pardon. Et en fait, les paroles du truc, que ce soit en 1700, enfin non pas en 1700 à peu près, mais que ce soit au 18e siècle ou aujourd'hui, ça n'a aucun sens, c'est pas réaliste, c'est un truc assez fantasmagorique, c'est un mythe, c'est une légende. Et même dans l'opéra, souvent c'est des histoires qui sont racontées plus que des faits. Alors certes, c'est des histoires qui sont ancrées dans une époque. Souvent, les opéras de Wagner sont ancrés dans la mythologie, mais les opéras de Mozart sont ancrés dans son époque à lui. Mais comme de toute façon, ça chante en latin, ça chante en allemand, ça chante en italien, mais même en français, on comprend rien en fait. C'est pas ça qui va créer une proximité avec l'artiste. Mais si tu veux, quand j'écoute de la musique,
Par exemple, un truc au piano, n'importe quoi, peu importe ce que ça soit composé, peu importe l'époque où ça a été composé, tu ressens les émotions que la personne qui joue et que la personne qui a composé a voulu transmettre par rapport à ça. Et la musique classique, moi j'aime bien l'histoire en plus, donc la musique classique, parfois quand j'écoute de la musique classique, vraiment classique, ou voir de la musique baroque, ça me transporte dans un petit salon en 1600 avec les gens en corset, enfin les femmes en corset, les hommes en perruque et en talons. Non, il y a un côté assez intemporel en fait dans le truc, dans le sens où c'est surtout de l'émotion plus que de... C'est vraiment de l'émotion, il y a pas trop de... C'est peu terre à terre, c'est beaucoup moins terre à terre que la musique actuelle par exemple, je trouve. C'est pas que j'aime pas le terre à terre, mais c'est juste un constat que je fais là. Non, bien sûr, mais est-ce qu'il est possible de ressentir ces émotions et de s'accrocher à ces époques quand on n'a aucune notion que ce soit d'histoire de la musique savante ou classique, comme tu disais au début, classique. Voilà. Je vais répondre avec une anecdote que mon père m'avait racontée. C'était un reportage sur la RDA, donc l'Allemagne de l'Est, conditions de travail dures, tout ça, sérieux. Et c'est une femme ouvrière, donc pas vraiment quelqu'un qui était ultra cultivé, qui pendant ses pauses déjeuner, qui n'étaient pas ultra longues non plus, allait dans son coin et mettait de la musique. Il avait vu ça sur un reportage et mettait de la musique classique et écoutait pendant 1 heure 45 minutes sa musique comme ça et en fait il se prenait à rêver en fait et à vivre l'émotion, tout ça parce que c'est ce que la musique te fait faire en fait. Elle te fait rêver, elle te fait vivre une émotion, et ça, que tu sois cadre, que tu sois patron, que tu sois chômeur ou ouvrier, tu peux ressentir de l'émotion en écoutant de la musique, peu importe ton statut social et peu importe la musique que c'est, je pense. Et je pense que autant tu peux être jeune de banlieue et kiffer ta vie sur du Haydn, non pas du Haydn, c'est nul, mais sur du sur du je sais pas moi, Strauss, Mozart, voilà par exemple. Et autant tu peux être grand patron et écouter Orelsan dans la rue comme ça quand tu vas bosser, enfin pas dans la rue, dans ta limousine Mercedes. Bref, le voilà riche quoi. ne marche pas. Il est véhiculé. C'est ça. Vanny, est-ce que tu penses qu'une grande partie des jeunes se désintéressent de la musique savante, en partie, enfin on a commencé à un peu en parler, mais en partie à cause de l'écart des mœurs entre aujourd'hui et ce que pouvaient vivre justement les gens de l'époque baroque dans les salons avec leurs petites perruques et tout? En partie. Après, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un nombre de facteurs assez importants qui font qu'aujourd'hui, il y a une relation qui est en train de se défaire, de se découdre, alors qu'elle ne devrait pas. Moi, je pense vraiment, comme je disais au début, je pense qu'il faut sensibiliser les jeunes à la musique savante autant qu'à la musique urbaine actuelle. Je pense qu'il y a une importance de la démocratie culturelle, de vraiment tout le monde connaît plein de choses et peut avoir envie d'écouter plein de choses, et il faut mettre tout en avant et tout au même niveau. Essayer de casser cette hiérarchie des nomenclatures françaises qu'on aime tant, pour que les jeunes puissent découvrir et se laisser le droit d'aimer, de pas aimer. Et après, c'est un travail sur plein d'autres facteurs, parce qu'en fait, alors le cliché par excellence, mais qui est en fait plutôt vrai, c'est que, plutôt vrai, bon, voilà, il y a plein de jeunes de banlieue qui adorent la musique classique, mais qui ne s'autorisent pas à le dire, parce qu'il y a un problème de ce que moi j'aime et ce qu'on veut que j'aime. Ouais. Il y a un décalage entre... Il y a un énorme décalage. Il y a un énorme décalage. Et du coup, ce qui fait qu'on a plein de chiffres, on a plein d'analyses, de questionnaires qu'on envoie, l'enquête sur les pratiques culturelles des Français, toutes ces choses-là qui sont super. Mais il y a toujours cette nuance-là de qu'est-ce que je dois répondre pour que ce soit socialement correct. Ce que je dis, c'est que nous, on est étudiants, on a tous une notion de la musique de près ou de loin, peu importe notre parcours musical. Donc, on a peut-être une facilité à assumer nos goûts musicaux en disant ouais, moi j'écoute le Lac des Cygnes ou Carmen dans le métro et dans le RER sans aucun problème, là où il y a d'autres personnes qui socialement ne s'autorisent pas à le dire à voix haute, en tout cas. Moi j'ai mis vachement de temps à assumer, hein. Ouais. J'ai mis vachement de temps à assumer, même là j'assume pas toujours, hein. Genre parfois oui, on me demande, quand on me demande ce que j'écoute, je réponds jamais en premier ouais, moi j'écoute de ouf la musique classique, la musique orchestrale, non, non, quand on me demande ce que j'écoute, je réponds mes artistes actuels préférés, ne serait-ce que parce qu'en fait je pense que socialement, c'est pas que ça me définit plus, mais c'est que les gens comprennent plus facilement en fait. Je pense que en fait j'ai peur quand je regarde quelqu'un qui je lui dis ouais, moi j'adore la musique classique, et le mec il me regarde, il me fait mais t'es qui en fait? Ouais, c'est ça exactement. Tu t'habilles en costard le matin quand tu vas en cours,
C'est quoi bizarre, un ça? peu. Enlève-moi ce jogging là, ça va pas ensemble. Tu t'es pas bien habillé là, ouais c'est ça. Non mais en plus je suis pas du tout un côté, enfin je suis pas du tout snob dans la vie de tous les jours ou quoi que ce soit, donc et c'est vraiment un truc qui est considéré comme snob en fait, et c'est normal, ça a toujours été considéré comme snob, mais moi Mais ça devrait pas. ça devrait Ouais, pas, clairement. ça l'a été en tout cas, c'est historiquement, Oui, c'est pas que ça devrait ou que ça historiquement, devrait pas, c'est juste que historiquement pour des raisons de moyens techniques sur lesquels on était tout à l'heure, Ouais. et de complexité auditive et de complexité de Tout à fait. composition, tout ça, ça a toujours été snob. Et ça le sera toujours un peu parce que tu peux pas arriver comme ça, mettre du Mozart Oui. et puis genre ne pas y On penser. quoi. s'ambiance, les gars. Ouais, c'est ça, quand t'écoutes de la musique classique, t'es obligé d'avoir un peu de concentration et d'être dans Bien le sûr. truc, parce que si t'es juste là et que tu te dis. Tu peux faire autre chose à côté, hein, mais ça. C'est pas un truc que tu peux mettre en bruit de fond et juste. Ou alors tu l'entends pas vraiment, quoi, Ouais, c'est ouais, ça. Bien sûr. Tu le ressens pas vraiment. Alors qu'il y a des musiques, genre le reggaeton. Pardon. Non, on n'est pas là pour tacler des styles ou quoi que ce soit, mais des musiques un peu plus basiques dans leur construction que tu peux écouter, comprendre sans être ultra focus dessus. Puis il y a aussi l'aspect écouter, comprendre et faire partie du délire, parce que Ouais, t'as c'est des ça. refrains qui sont vachement entraînants, et ça se répète 4 fois en 3 minutes, donc tu le connais par cœur à la fin, tu te sens entraîné dans le délire, quoi. Alors que pour repérer un thème d'une symphonie de Mozart, si t'es pas exercé, c'est Mozart, super ça va. compliqué. Oui, non, mais après, ça dépend Bah, Mozart, ça va, l'exercice de ton Mozart, oreille. ça hein. va. Non, mais ouais, dans voilà, le sens, c'est dans le ça. sens- dans le Voilà, sens où Mozart, dans sa construction, dans son audition, c'est quand même du classique, donc du coup c'est très carré, ça revient toujours sur les mêmes accords, c'est assez simple. L'autre Bah, jour j'écoutais le truc de Mendelssohn, là, ça là, le concerto pour violon de Mendelssohn, et en fait à un moment, déjà c'est du romantisme, donc du coup à un moment l'orchestre on l'entend plus du tout, il laisse partir son violon tout seul, mais vraiment tout seul, et le violon il fait son truc pendant 7 minutes, et pendant 7 minutes tu t'es en mode il est où le thème, il est passé où. En plus il te met des giga feintes et tout, il fait revenir l'orchestre petit à petit, t'as une croissance, un crescendo, et en fait non, le violon il repart tout seul. Et pendant 7 minutes, ça dure, pendant 7 minutes, t'es en mode waouh, je suis un peu désemparé là. Et en fait, quand ça revient, mais ça revient, il y a des arpèges de violon qui revient sur la dominante puis sur la tonique, et c'est incroyable. Moi j'étais en mode ah ouais, quand même, ah waouh, fallait le faire, tu vois. Et en fait, c'est souvent il y a ce côté là dans la musique classique de le thème existe, le thème est reconnaissable, mais il y a des longs moments où on n'entend pas le thème, dans la musique surtout romantique, et où dans la musique romantique récente, donc plus des trucs du 19e, le thème en fait on l'entend une fois, on l'entend deux fois, et pendant genre 10 minutes bah on entend autre chose, quoi. Et les 10 minutes entre les deux, souvent elles peuvent paraître longues, enfin souvent, c'est pas, il y a pas que la musique classique, il y a des, enfin c'est comme dans la musique actuelle, il y a des trucs qui sont moins bien que d'autres, et parfois effectivement il y a des transitions qui sont trop longues, des trucs qui sont un peu ennuyeux, et surtout sur des morceaux comme c'était des trucs où c'était un orchestre entier, t'étais obligé de faire un truc un peu long parce que tu vas pas faire déplacer un orchestre entier pour jouer un truc de 3 minutes. Sur une symphonie de 40 minutes, parfois il y a des passages un peu longs, et c'est pour ça que moi il y a des trucs, parfois je skippe un peu, mais bon voilà quoi. Mais t'as le droit, comme voilà, on disait mais on tout a à tout l'heure, et aucune honte, s'il y a un passage qui te fait chier, tu passes à la suivante. Et c'est vrai que dans la musique pop, il y a toujours cette chose, cet enchaînement couplet-refrain, enfin pas toujours, Oui. qui est là, mais Souvent. cette chose peut aider quand même à se raccrocher à quelque chose. Et c'est vrai qu'on a la voix du chanteur, on a le refrain qui revient, alors que quand, comme tu disais, on écoute une symphonie de Bruckner qui fait 1h30, on a du mal à s'accrocher à quelque chose par moment. Donc c'est vrai qu'il y a Ouais, ce bien côté. sûr. Mais est-ce que ça pourrait être intéressant, par exemple, en cours de musique au collège, par exemple, plutôt que de faire de la flûte à bec, mais de faire un rapport entre ces deux musiques-là, en disant, bah voilà, sur la musique pop actuelle, on a le format couplet, refrain, couplet. Est-ce qu'on pourrait essayer de le transvaser sur, donc évidemment pas 1h30 de symphonie, parce que c'est l'heure de la récré après, mais sur justement le thème de ces musiques-là pourrait être ce que vous appelez maintenant le refrain dans vos autres musiques, et créer des pédagogies comme ça pour montrer que c'est pas non plus des opposés. Enfin, voilà quoi. Ouais, Il y a des choses qu'on peut retrouver sans avoir besoin d'avoir un vocabulaire absolument mélomane, enfin d'être très très connaisseur. Ouais, mais la structure couplet-refrain, elle existe depuis Purcell, hein. Ils faisaient des rondeaux, les rondeaux Ouais. c'est couplet-refrain, Voilà. couplet, hein. Il n'y a pas de, y a pas bien de sûr. secret. Hein. Je me souviens de mes cours de solfège où on faisait des commentaires d'écoute, c'était A, B, B, A pour pas Voilà, dire couplet, refrain, exactement. couplet. Hein. Bah oui, c'est ça. Non mais oui.
Mais justement, le ABBA que nous on connaît parce qu'on a tous eu un rapport avec le solfège ou la musique ou l'analyse de la musique, peu importe ce que c'est, est-ce qu'on pourrait pas aussi montrer que en fait, le ABBA, on peut le retrouver dans la musique pop tout comme on l'a dans la musique classique. Mais j'avais un super prof de solfège qui vous avait fait Ouais. analyser Rolling in the Deep d'Adèle comme de la super. musique classique, c'était incroyable. Ouais. Bah, s'il y a des profs de musique au collège qui nous écoutent, prenez-en de la graine. C'est la jeunesse qui vous le dit. Donc on avait commencé à parler un peu de ça tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut pas approfondir sur les sujets dont traite la musique savante parce que la musique actuelle, elle traite pas du tout des mêmes sujets que la musique savante. Il y a qu'à voir les sujets d'opéra. Wagner, c'est des légendes de nordiques qui datent de Mathusalem. Plus personne parle de ça aujourd'hui, et dans les morceaux C'est de faux. rap et de... C'est faux, c'est complètement faux. Les super-héros, les comics, c'est quoi en C'est ce fait que j'allais dire, Oui, j'étais en train de oui, penser c'est- à Attends, on a- c'est on a là nos où va mythes- ma question. On a nos mythes fondateurs pop, mais ça reste des mythes fondateurs qui sont inspirés des mêmes mythes fondateurs, et les Bah mythes oui. fondateurs, ça se Ouais. répète, ça se renouvelle, mais ça reste la même chose dans le fond, quoi. T'as devancé ma question. Pardon. Non, c'est pas grave. C'était ça dont je voulais parler. Si justement, il y a quand même certains écarts. Ok, il y a des super-héros et tout, mais dans la musique, il y a des références aux super-héros, mais c'est quand même pas la majorité. Aujourd'hui, on a Orelsan qui fait des albums entiers pour nous parler de comment est-ce qu'il gère sa vie d'adulte, enfin des choses comme ça. On n'aurait jamais eu idée de parler de ça à l'époque de Strauss. C'était pas du tout les sujets d'actualité. C'était plutôt s'inspirer des poèmes et tout. Ouais, mais Donc, est-ce que pour vous c'est important justement les sujets abordés? Est-ce que ça joue par exemple dans ton écoute de la musique savante? Oui, moi, oui, je pense beaucoup même. Après, je me raccroche à donc, ce que je connais, c'est donc les ballets qui ont quand même une narration. Et je pense que ça joue énormément sur pourquoi aussi c'est à ça que je me suis raccrochée dans la musique savante. Au-delà du fait que je sois danseuse et que forcément j'ai une relation avec les ballets, c'est que le fait qu'il y ait une histoire et quelque chose à suivre, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien dans la musique. Pouvoir me rattacher à quelque... Alors, avec des signes, c'est dur de s'y rattacher, mais disons que l'idée, enfin, en tout cas, les morales derrière les ballets, les choses comme ça, je les trouve extrêmement intéressantes. Après, je pourrais pas parler pour le reste de la musique savante, parce que honnêtement, je m'y connais pas assez. Donc, je saurais pas dire si les thèmes peuvent se rapprocher à ce qu'il y a aujourd'hui, ou si j'écouterais ça pour les thèmes, je sais pas. Ce qui est vrai, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, moi, ce que j'aime beaucoup dans le rap, c'est aussi qu'il y a une quantité de choses à analyser dans les paroles et dans la manière dont elles sont faites et dont les artistes le font qui sont que moi je trouve génial. Ouais. Mais parce que j'adore le rap, donc je vais un peu plus loin dans mon écoute peut-être. C'est le médium qui change surtout, Ouais. parce que dans le rap, tu passes par les paroles. Ouais. Dans la musique savante, à part dans l'opéra et les mélodies et Ah, là, tout, ça. t'as pas beaucoup de paroles en fait. Ouais. Donc c'est pour Ouais, ça ouais. que quand tu connais pas grand-chose, et ça peut impressionner, parce que tu te dis, comment ça, enfin, il n'y a pas de... Personne c'est à parle. moi d'imaginer. Voilà, c'est non, ça. attends, faut que j'utilise mon cerveau. Non, c'est compliqué quand même. Ne sois pas méprisant. Au contraire, on pourrait se dire que justement cette absence de texte, de sous-texte, elle pourrait aider à s'identifier plus, que ce soit plus universel finalement les sentiments et les émotions que nous procure cette musique. Mais justement, c'est vrai c'est pas une démarche passive du coup. C'est vrai que ça va demander une certaine intégration. Voilà, exactement. Ouais, enfin moi parfois j'écoute tout à l'heure l'autre jour j'écoutais de la musique de Dark Souls qui est un jeu vidéo mais c'est de la musique savante, ça reste de la musique orchestrale en faisant la cuisine, je faisais la cuisine avec mes poêles et tout, mais j'étais dans le truc quoi. Non mais plus sérieusement, l'histoire de l'émotion et des textes et des analyses, tout ça, c'est vrai que c'est plus facile, non pas plus facile, mais c'est plus comment dire, je vais dire facile parce que je trouve pas le mot, mais je pense pas que ce soit plus facile, mais c'est moins Rebutant. barbant en fait, c'est moins barbant surtout D'accord, je vois. d'analyser des textes que d'analyser une harmonie. Même moi j'ai déjà fait les deux parce que cours de musique oblige. Analyser des harmonies, un jour où tu te retrouves dans le truc, tu fais oui bon d'accord, là il y a un accord comme ça, mais bon ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'il a voulu dire le mec. Alors que quand t'as un texte c'est plus facile parce que c'est une langue parlée, c'est notre langue, la musique c'est une autre langue. Le texte parlé c'est notre langue, c'est plus facile à analyser, c'est plus facile à comprendre, c'est moins il y a moins un côté rebutant quoi, c'est moins rebutant, il y a moins de genre je vais devoir faire mes propres conclusions, partir un peu dans des délires un peu fantasmagoriques et me dire ah là là quand même c'est d'accord là cette carte là elle signifie quand même que il a passé une mauvaise journée le Mozart là, il était pas bien hein. Non ouais voilà, c'est un peu, il y a ce côté là un peu qui est un peu rebutant, mais
Mais en fait, on se rend compte que parler de musique, et surtout de musique orchestrale, mélodique, et de musique dont on comprend pas les paroles en fait, en général. C'est-à-dire que quand on parle pas anglais et qu'on écoute de la pop, bah on entend des sonorités, mais on comprend pas la langue en fait, c'est pas notre langue et on n'est pas obligé de la comprendre. Quand on écoute du métal, où il y a beaucoup de chants criés, tout ça, Les même en paroles, parlant anglais ou en parlant danois ou en parlant je sais pas trop quoi, bonne chance pour comprendre les paroles parfois. Et en fait, cette musique-là, pour en parler, la première chose qui revient tout le temps quand on parle de musique, c'est des émotions. Alors souvent, aujourd'hui, c'est beaucoup... j'ai beaucoup entendu ça, ouais, pourquoi t'écoutes de la musique triste ? Pourquoi t'écoutes de la musique triste ? Moi, la musique, je l'écoute pour me donner du punch, tout ça. Bah, j'écoute de la musique triste parce que la vie, c'est pas que du fun aussi. Et puis, parfois, la musique triste, ça permet de te sentir heureux. Y a pas de... Mais ouais, c'est souvent, en fait, le premier truc qui revient tout le temps, peu importe le style, tout ça, c'est les émotions. Et effectivement, quand c'est des paroles, bah, c'est plus facile de comprendre l'émotion du chanteur quand il te dit « Oh là là, je me sens pas bien ». Non, Alors, ok. Oui, Non, pas vraiment. C'est faux ce que je dis, vois, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Je simplifie beaucoup, mais parce que je vais pas non plus partir dans un... Une analyse complète. C'est ça, voilà. Alors que je pense que bah, justement, quand on écoute de la musique classique, ou de la musique dont on comprend pas les paroles, en général, c'est un langage qu'il faut déchiffrer soi-même, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un langage qu'il faut déchiffrer toi-même, et c'est pas toujours évident. Et l'exemple aussi qui revenait tout à l'heure, c'était la musique de film, qui justement est à l'écran, on voit ce qui se passe, on ressent donc ce qui se passe dans la scène, et du coup la musique, on a tendance à beaucoup plus la comprendre, elle nous aide à ressentir ce qui se passe à l'écran, et donc je pense que ça rejoint tout à fait ce que tu disais, Thomas. Ben déjà, comme t'as le film qui est devant toi et qui te montre tes émotions, ouais, comme tu dis, c'est plus facile de savoir, enfin, qui te montre tes émotions. Si, bah, Quand le héros il meurt, t'es pas en mode oh Ouais. trop cool quoi. Tu vois. un film d'horreur sans la musique, ça a pas du tout le même impact. Hein, je tiens à Tu le dire quand t'emmerdes, même. mais c'est pas possible. Ah non, hein. mais c'est fou, hein, vraiment. Ouais, non mais Essayez voilà. Quoi. de muter votre film d'horreur. la Mais c'est ça en prochaine fait. fois, Mais c'est en génial. fait, pour les gens qui nous regardent et qui ont du mal en fait à ressentir des émotions sur la musique, quand vous écoutez de la musique de film, ça vous rappelle les émotions que vous avez vues devant le film. Mais c'est pas que parce que vous avez vu le film, c'est aussi parce que la musique d'un côté elle crée des émotions en fait. Et moi je sais que j'écoute de la musique de films que j'ai pas vu parfois. Et la musique suffit, tu vois. Limite la musique suffit. Parfois j'écoute de la musique de film. John Williams. T'écoutes un album d'un film qui a été composé par John Williams, tu peux te faire le scénario tout seul, sans avoir jamais vu le film, tu peux essayer de retrouver le scénario avec la musique en fait, et ça c'est très cool ça. Voilà. Est-ce que, selon vous, l'opéra de demain, elle suivra les tendances de la chanson pour ce qui est des sujets abordés, justement ? Est-ce qu'on peut imaginer un opéra qui parle de climato-sceptie, de pandémie mondiale ou d'addiction propre au XXIe siècle, genre les écrans ou Internet ? Ah oui, complètement. Alors là je vais dire quelque chose qui va énerver des gens, mais j'aime pas l'opéra. Mais t'as Non. complètement le droit. hein. C'est pas que j'aime pas l'opéra, c'est que c'est quand même très très... En fait, Wagner, il a théorisé sur l'art total, tout ça, sur la manière de faire de la musique avec du spectacle et tout. Et ça, c'est directement... Enfin, la musique de film et ce qui a suivi, en fait, c'est directement inspiré de ces théories-là qui sont les seules théories intéressantes que Wagner a écrites, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas... tout ça pour dire que l'art total et l'opéra, en fait, pour moi, le cinéma et la musique de film, ça, c'est la suite directe de ça, en fait. Donc le film aujourd'hui est une suite de l'opéra. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de chanter parce qu'en fait, on peut. Le chant, il est là pour faire ressentir des émotions, comme c'est pas des acteurs, en fait. L'opéra, c'est du théâtre avec de la musique. Le cinéma, c'est quoi ? Bah, c'est du C'est théâtre, du théâtre et- filmé avec ouais. de la musique, en fait. C'est juste l'étape suivante technologique. J'exagère un peu, encore une fois, parce que. Oui. Mais moi, je pense que l'art total, aujourd'hui, en fait, c'est le cinéma avec la musique, tout ça. Et que, du coup, l'opéra, non pas qu'il a pas de raison d'être, parce que je l'aime bien quand même si je l'aime pas. Mais voilà, quoi. Laisser la place à la chanson et au cinéma, c'est une bonne chose. Mais je sais pas, je m'y connais pas du tout en musique contemporaine. Mais je sais pas, quelqu'un pourrait me renseigner ici sur l'opéra, enfin les compositions d'opéra depuis 1920, il y a des trucs. Alors oui, les opéras contemporains usent beaucoup voilà, d'histoire du présent. C'est-à-dire que les compositeurs qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale ont beaucoup écrit sur ces traumatismes collectifs. Et bon, peut-être qu'effectivement, c'est pas quelque chose que tu as envie d'aller voir le soir en concert, qu'on te parle de l'Holocauste. Pour te détendre, Voilà, aller pour- à l'opéra. Mais donc ça existe en fait, ces choses-là.
ça. C'est vrai que même dans la musique contemporaine qui n'est pas de l'opéra, on a des œuvres qui utilisent des objets de tous les jours. On peut imaginer une œuvre avec des casseroles on est très proche des casseroles. Moi, j'utilise des casseroles tous les jours. Moi, j'écoutais de la musique pendant que je faisais la cuisine. Hein. Ça fait partie de notre quotidien. Donc, Tout à fait. ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi donc, ce problème-là de la musique contemporaine qui n'est pas assez mise en avant et qu'on ne connaît pas suffisamment. Donc, c'est un autre problème dont je vais parler tout à l'heure. Restez avec nous. mais voilà, je pense que... en tout cas, il y a des exemples qui existent. Ok. Non, mais en fait, moi, le seul truc que je me dis, c'est à quel moment un opéra aujourd'hui c'est plus touchant qu'un film, quoi. À quel moment si j'ai le choix entre aller voir un sujet au cinéma ou aller voir un sujet en opéra, à quel moment je vais aller choisir l'opéra? Et je pense jamais parce que c'est un Est-ce que c'est support. ton droit déjà? Non, mais c'est un Genre, y a support pas de aussi, jugement. c'est un support auquel je suis pas habitué et je pense objectivement que c'est un support sur lequel il y a moins de possibilités parce que un opéra, tu peux toujours faire des effets spéciaux, mais ça aura jamais la même gueule qu'au cinéma, quoi. Ah bah c'est sûr que faire Transformers à l'opéra, tu serais un peu déçu quoi. Est-ce que vous pensez que aborder de tels sujets actuels du coup à l'opéra, est-ce que ça pourrait être un moyen d'attirer les jeunes à l'opéra, de parler de choses du coup qui se passent aujourd'hui, maintenant? Ah bah, en tant que médiatrice culturelle, non, je pense que ça peut être un bon moyen, en tout cas, de non seulement parler de problématiques et de thématiques importantes et de notre société, mais aussi un moyen d'amener peut-être l'opéra et les formes de musique savante vers les jeunes publics. Selon les formats, peut-être voir s'il y a des formats plus longs, moins longs, et puis selon, après, comme tu disais, c'est un goût aussi, c'est personnel aussi d'aimer ou de pas aimer. C'est toujours cette question-là qui revient au bout d'un moment, au-delà de tout, donc, patati patata comme d'habitude, au-delà de tous les facteurs qui existent, pourquoi les jeunes générations ne vont pas ou n'écoutent pas de la musique classique, il y a aussi le problème du goût personnel. Et l'opéra, mélomane ou pas mélomane, jeune public ou pas jeune public, on aime ou on n'aime pas. Ou on peut... Enfin, voilà. Ouais, j'ai un pote fan de philo qui doit nous regarder là, donc du coup je vais juste lui faire une petite référence sur ouais, mais comment on sait ce qu'on aime? Est-ce que nos goûts ne sont pas que les dégoûts des autres? Enfin voilà quoi. Donc non, mais c'est le goût personnel, ça change, ça évolue. Est-ce que le goût, à quel point notre goût il est dicté par la société? Enfin, c'est compliqué quand même comme question. Donc ouais, tu parles du goût, Très mais en vaste fait le question. goût, ok, la société elle est composée d'individus, mais au final ce qui compte c'est la globalité, quoi. Si toi t'aimes pas l'opéra mais que tout le monde l'aime, bon, tu vas pas le voir, mais il existe quand même, tu vois, il s'en fout. Oui. Et le problème c'est que en fait, même si 5% des jeunes écoutent de la musique, le truc continuera à vivre parce qu'il y aura toujours. Déjà, c'est des riches qui vont voir ça et les riches ça rapporte de l'argent. Ensuite, c'est pas populaire. Enfin, si, justement, c'est pas populaire, mais c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que c'est pas populaire. C'est compliqué aujourd'hui de faire de la musique classique si on n'est pas si on n'a pas déjà une grosse base, quoi, en fait. Mais pas une base culturelle, hein, une base, je veux dire, une base de personnes qui vont venir voir tes trucs et qui vont te dire ah, tu veux jouer dans tel opéra. Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui si on est un pianiste et qu'on passe pas par les voies conventionnelles de jouer du piano et de se faire un nom et de composer, quoi. Ça, Thomas, Vanny, notre discussion autour de la jeune génération et de la musique classique touche à sa fin. Avant de nous diriger doucement vers la fin de l'émission, on va passer un petit moment avec Olivier Messiaen.
Écoutez l'introduction de la symphonie Turangalila de Messiaen, jouée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et dirigée par Susanna Melki. Mais dis-moi Antonin, c'est pas genre trop bizarre comme musique? Et oui, parce qu'il s'agit de musique contemporaine, et c'est un sujet assez sensible et assez peu discuté finalement, car il est source de débats houleux et d'esclandres diverses. Le souci quand on parle de musique contemporaine, c'est déjà que ce terme est un peu un fourre-tout dans lequel on retrouve toute la musique composée après 1945. Alors, sous la même désignation, on peut retrouver ceci. Mais encore cela. C'est la même chose que tout à l'heure, oui. Il y a un petit peu Deuxième technique, extrait. mais vas-y, continue. Donc, alors, la première musique qu'on a entendue, c'était Stockhausen. Je voulais également vous faire écouter des extraits de Steve Reich et Guillaume Connaisson, datés de 1997 et 2018, pour vous montrer à quel point la musique contemporaine est étalée sur le temps et à quel point les styles sont variés. Donc, vous pouvez retrouver les références de ces musiques, même celles qu'on n'a pas pu écouter, dans la description du podcast et aussi dans la playlist. Donc le moins qu'on puisse dire, vous allez me croire sur parole du coup, c'est que la musique contemporaine est très variée, elle comprend de nombreux sous-genres, sous-ensembles, et qu'il serait idiot de la réduire à un seul ensemble. Donc pourtant, le public et les salles de concert semblent encore aujourd'hui bouder les compositeurs contemporains. Selon des statistiques relevées par le site internet Backtrack, en 2019, sur 34 000 concerts relevés, seulement 15% proposent une œuvre d'un compositeur vivant. Je vous propose de nous interroger sur ces chiffres. Comme nous l'avons vu dans l'émission, il y a un certain éloignement entre la jeune génération et la musique classique. Il me semble donc pertinent de nous poser la question si ce divorce ne serait pas concomitant avec un divorce entre le public et la musique savante de son temps. Après les désastres du XXe siècle, l'emballement de l'histoire, la guerre froide, la mondialisation, de nombreux questionnements émergent et les artistes posent un nouveau regard sur le monde. Et beaucoup d'entre eux, tous médiums confondus, poursuivent une volonté de faire table rase du passé. La musique contemporaine, qu'on peut aussi appeler post-tonale, en ce qu'elle est différente de la musique tonale, donc qui est la musique classique qu'on connaît, prend ses racines dans l'atonalisme et les travaux d'Arnold Schoenberg et la seconde école de Vienne, qui aboutiront à la théorisation du dodécaphonisme. Dodécaphonisme. Donc, c'est le dodécaphonisme inventé par Arnold Schoenberg et la seconde école de Vienne représente une vraie fracture du langage musical. Les 12 tons chromatiques sont organisés en série, ce qui a pour effet d'annuler toute hiérarchie entre les notes. Pour le dire plus simplement, il est maintenant impossible pour l'auditeur non spécialiste, et encore, de discerner à l'oreille la fonction de chaque son, contrairement à la musique tonale qui est régie par les rapports pythagoriciens que nous avons tous intégrés, inconsciemment ou non. Ainsi, après que le totalitarisme eut bâillonné la recherche musicale des compositeurs désignés comme dégénérés, la jeune avant-garde se réunissait chaque été dans la ville de Darmstadt, désireuse dans cette après-guerre de trouver un langage sonore qui corresponde à une époque ravagée par le malheur. Cette recherche musicale va voir naître une diversité d'esthétiques, musique sérielle, musique concrète, aléatoire, spectrale, électroacoustique, minimaliste, répétitive, déstructurée. Il faudrait une émission entière sur le courant de la musique contemporaine pour rentrer dans toutes ses spécificités. Regard appuyé sur Emma. Zut, j'étais pas censé lire ça à voix haute. Bref, assez d'histoire. Je vous renvoie à l'excellent site musiquecontemporaine.info où vous pouvez retrouver un panorama de toute l'histoire de la musique post-tonale depuis 1945. Et on peut écouter un petit bout de Schoenberg hein, si vous voulez. Pour revenir à notre sujet, on remarque que la création contemporaine musicale d'aujourd'hui est loin de connaître la relative banalisation de l'art contemporain, par exemple. Pendant très longtemps, on jouait exclusivement de la musique contemporaine, on créait la dernière symphonie de tel compositeur vivant, et on s'intéressait peu aux musiques du passé. Par exemple, il faut attendre 1829 pour que le public de l'époque redécouvre Jean-Sébastien Bach, grâce à Félix Mendelssohn qui a fait représenter la Passion selon saint Matthieu. Nous sommes aujourd'hui à une toute autre époque, avec un accès instantané à toute la musique
au bout de nos smartphones. Mais on peut se demander pourquoi la création contemporaine est aujourd'hui marginale et sous-représentée dans les concerts. C'est peut-être parce que nous n'avons pas été suffisamment exposés à cette nouvelle esthétique et que nous ignorons par quel bout la prendre, si vous me permettez l'expression. Dans beaucoup de courants modernes, on ne recherche plus la beauté spontanée. On imagine mal une œuvre parler de crimes de guerre avec des accords consonants. Alors, si telle œuvre me fait ressentir de l'inconfort ou de la gêne, peut-être était-ce aussi l'effet recherché. J'aime la musique contemporaine justement parce qu'elle m'apporte autre chose que la musique classique tonale. Si vous avez la même attente en allant écouter la pastorale de Beethoven et Métastasis de Xenakis, vous risquez effectivement d'être déçu. Je pense qu'il faut surtout aller au concert, car la musique, et a fortiori la musique contemporaine, se vit. Il faut en faire l'expérience physique, sensorielle, spatiale. Ressentir le climat, les textures sonores pour en extraire toutes les sens expressives. La musique contemporaine, c'est vrai, fait peur au premier venu. Intuitivement, j'imagine que vous n'emmènerez pas votre date écouter Ionisation d'Edgar Varèse. Mais pourquoi pas après tout ? Tout est une question de contexte. La preuve en est que lorsqu'on écoute les œuvres de Ligeti dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, on n'est pas choqué parce que nos attentes ne sont pas les mêmes. Entendre la même œuvre dans l'auditorium de la Philharmonie, dans l'antre de l'institution, et on est choqué, on entend dire que ça n'a pas sa place et que c'est du grand n'importe quoi. Si l'on passe outre ces réflexions faciles et réactionnaires, il est vrai que certains courants de la musique post-tonale présentent une certaine sécheresse cérébrale et peuvent être jugés arides de premier abord. Mais est-ce pour cette raison qu'on ne pourrait pas les apprécier autrement que par une approche analytique rigoureuse ? Je pense que cette prémisse a malheureusement contribué à répandre la croyance selon laquelle il faudrait être érudit pour apprécier la musique savante, ce qui est bien évidemment un contresens. C'est vrai qu'il faut avoir cette connaissance pour la composer, pour l'analyser, et ça vaut aussi pour la musique tonale, du Mozart, du Beethoven, mais pas pour l'apprécier tout simplement. Il ne s'agit pas de comprendre la musique, il n'en a jamais été question, il s'agit de tenter l'expérience, laisser s'accoutumer notre oreille habituée à 6 siècles de grammaire et d'harmonie tonale, je dis ça comme si c'était facile, et si on n'aime pas, on n'aime pas. On reviendra plus tard. Il y a aussi des compositeurs comme John Adams, Arvo Pärt, qui se sont détournés du courant de création ex nihilo. Sans renier le travail de l'avant-garde et nourris de cette modernité, ils reconsidèrent la question de l'équilibre entre intellect et émotion. C'est également le cas des compositeurs néotonaux comme Thierry Esquèche, Guillaume Connaisson, Carole Beffa. Je pense aussi que l'on a compris que cette idée de créer ex nihilo n'a pas lieu d'être. De toute façon, après 4 minutes 33 de John Cage, toute note de musique serait d'arrière-garde. Alors, à quoi ressemblera la prochaine modernité ? J'ai hâte de le découvrir. Je pense qu'il serait aussi temps d'oublier toutes ces étiquettes qui font peur et qui participent à la surintellectualisation de l'art et son élitisme décérébré. Peut-être verrait-on alors germer dans les salles de concert une programmation décomplexée et un public réconcilié avec la création de son temps. Selon moi, il est indiscutable qu'il faut jouer plus de compositeurs actuels, sensibiliser le public aux esthétiques d'aujourd'hui et mettre en valeur la grande diversité de styles dans la musique dite contemporaine. Cela aiderait peut-être aussi à défaire l'image de la musique savante comme quelque chose de poussiéreux et appartenant uniquement au passé. Alors, petit conseil du jour, emmenez vos dates, écoutez une œuvre d'un compositeur vivant, vous aurez peut-être une belle surprise. Problème technique, encore une fois, on est vraiment désolé, on voulait vous faire écouter plusieurs trucs. Vous pourrez évidemment les retrouver dans la playlist de musique savante de Tempo. Le dernier extrait du coup qu'on voulait vous faire écouter, c'est le trio pour violon, violoncelle et piano de Jérôme Ducrot. Mais on vous laisse le découvrir par vous-même, du coup on est vraiment désolé que ça marche pas. On va maintenant passer à un petit jeu. Mais le chat, ne vous inquiétez pas, maintenant que mon ordinateur a popé sur cette table, on va pouvoir interagir avec vous sur le chat. Donc restez, on fera un petit débat à la fin, on vous écoutera et on répondra avec vous. Vous pouvez aussi participer puisque le petit jeu c'est un quiz. Donc n'hésitez pas à donner vos réponses dans les commentaires, c'est moi qui les vois, donc vous allez rien spoiler du tout. Avant de passer au quiz, juste avant de passer, je voulais poser une petite question aux invités du coup par rapport à la musique contemporaine. Du coup, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de musique ? Est-ce que vous êtes allé à des concerts ? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez retenu ? J'ai adoré ta chronique, c'était trop bien. J'étais pris, genre vraiment, Trop j'étais là, mignon. j'étais waouh. On n'a pas pu écouter tous les extraits, mais du coup... Ah non, mais il y aura... juste la voix, le ton, ah, ça avait quelque chose d'assez magique, ouais. Bref. Oui et non. C'est-à-dire que oui, j'y étais traîné. Non, j'ai pas apprécié. Non, j'y retournerai pas. Mais en fait, c'est surtout que, comme tu l'as dit,
400 ans, 600 ans, même 1000, 1200, la flûte à bec, c'était déjà la flûte en os de l'homme préhistorique, c'était Bien déjà sûr. des trucs. Et puis arythmique aussi, atonal et arythmique. Arythmique, oui. Bah ouais, bonne chance pour te. Ouais, et du coup, là, je passe à Vanny, la danse contemporaine, est-ce que ça te parle aussi? Parce qu'on parle de rythme, donc on peut aussi parler Ouais. de... Ouais, ça me parle plus que beaucoup, j'en ai fait beaucoup. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, la musique contemporaine, alors, ça dépend laquelle. J'en ai étudié certaines en cours de musique, pour le coup, j'étais là, genre, mais je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis jamais allée voir un concert. Mais j'ai des amis qui sont allés, qui m'ont dit ouais, faut que tu viennes, tu vas voir, la musique est nulle mais l'ambiance est trop cool. Pourquoi pas? Bon bah ok, je me suis dit que j'irai un jour du coup. Mais pour le coup en danse, il y a un rapport très différent parce qu'on met un mouvement sur quelque chose. Alors au-delà du coup de la musique qui peut être très perturbante, et j'ai vu quelques spectacles où vraiment j'ai cru que j'allais me faire péter le cerveau à la fin tellement c'était horrible, il y a quand même pareil, une espèce de narration qui se met en place sur quelque chose qui peut ne pas en avoir du tout quand on l'écoute sans mettre de danse dessus, qui fait que en tant que médiatrice culturelle, je me dis parfois, est-ce que ça pourrait être une bonne idée de faire des médiations sur la musique contemporaine par quelque chose d'autre. Donc par la danse, par peut-être de l'image, de la photo, par un autre art qui pourrait amener à la musique contemporaine. Parce que c'est vrai que, comme tu le dis, il y a une espèce de barrière de atonal, arythmique, on comprend rien, on y va, on a les oreilles qui sifflent, on ne sait pas ce qui se passe. Et peut-être que le rendre plus accessible sans que ce soit vraiment plus accessible, parce qu'en fait on rajoute juste un guignol qui fait ça avec ses bras. Non mais en soi vraiment moi, j'avais vu une reprise du Sacre du Printemps en première partie du vrai Sacre du Printemps de Dominique Brun il me semble, je suis plus sûre, à vérifier, ne vous fiez pas à ma parole seulement, où en fait ils étaient je crois 4 danseurs sur scène et ils avançaient, ils faisaient ça. Mais littéralement ça. Pendant combien de temps? En minimaliste, 1h30. Oula! 1h30 de tout petits petits pas, tout petit truc. La musique avait complètement été changée. Il y avait plus... Alors, tu arrives dans ce truc-là, tu t'attends à voir le Sacre du Printemps et tu vois ça et tu fais... Oh putain. Ouais, Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, pour Il y juste. a plein de gens qui sont partis. Ouais, bah moi je serais parti, hein. Pour le coup, En fait, je serais. J'aurais là où fui. le magique du chorégraphe, c'est que ce qu'il voulait recréer dans son œuvre, c'est pas le Sacre du Printemps, c'est l'effet que le Sacre du Printemps a eu la première fois Eh qu'il oui. a été joué sur Ça scène. fait- Bah, c'est c'est-à-dire parfait, c'est les gens excellent. qui se là. lèvent et qui C'est se une barrent. réussite brillante. Et en fait, c'était brillant parce que ça a super bien marché. Ah bah, si le but c'était de faire fuir les gens, Incroyable. Mais C'est ça super marche. bien réussi. Faut être un peu maso quand même pour faire un truc dans le but de faire fuir les gens. Mais donc non, mais je voulais juste dire que en fait, je pense qu'aujourd'hui il y a une. En fait, la musique populaire qu'on écoute aujourd'hui est issue beaucoup de la musique classique du siècle dernier, des siècles d'avant, je trouve, beaucoup plus que la musique. Enfin, la musique classique, enfin la musique baroque est issue de la musique profane. Enfin, c'est une transformation de la musique profane et de mettre des instruments sur de la musique. Enfin, le début du baroque, c'est ouais, ok, Dieu, il est bien sympa, mais on va quand même mettre des instruments pour lui faire plaisir. Parce que Ouais. bon, le chant grégorien, ça suffit. En fait, je pense que tout ce qui est rock, metal, tout ça, ça vient quand même. Il y a l'influence de la musique africaine, beaucoup. Beaucoup. Dans tout ce qui est jazz, rock, tout ça. Mais il y a Ah, aussi une grosse. Il y a un gros mélange, en fait. Il y a eu un espèce de choc des cultures, en fait, entre ça et notre culture à nous, ce qui a donné des trucs très rythmiques et très mélodiques aussi. Et donc, du coup, la pop qu'on écoute aujourd'hui, c'est beaucoup d'accords très classiques, beaucoup de progressions d'accords très classiques et de mélodies assez classiques sur des rythmes qui sont en fait des rythmes nouveaux et qui ont été amenés par le choc des cultures, la découverte de la musique africaine, mais pas seulement, asiatique aussi, beaucoup. Et donc, bref, tout ça pour dire que, voilà, et je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une espèce de scission. Je pense qu'on n'a jamais été aussi éloigné entre la musique mainstream et les trucs que tout le monde écoute et la musique des compositeurs savants. C'est-à-dire que, genre, ce que composent des mecs, même comme Schoenberg, hein. Non, Schoenberg, il y a encore. Non, Schoenberg, ça va encore. Stravinsky, Schoenberg, ça va encore. Schoenberg, ça va encore quand. Ça dépend quelle on est période. un peu, parce que, putain, ouais, Mais genre, je mais pense non, que mais- tu mais- fais écouter mais- ça à mais quelqu'un qui n'a Xenakis, pas. par contre, Xenakis. Parlons-en depuis tout à l'heure, ils nous en parlent, lui, mais... Xenakis, est-ce qu'il y a un truc plus éloigné que la musique qu'on écoute aujourd'hui, genre au quotidien, pour les gens 99,99% de la population, parce que voilà, et ce que compose un mec comme Xenakis, quoi.
l'écart en fait technique et théorique et de manière de faire, de manière de penser la musique qu'il y a entre les deux. Est-ce qu'on a déjà vu ça en fait? Et je suis entièrement d'accord avec toi, et non, on n'a pas déjà vu ça, puisque même donc à l'époque de la musique classique, musique savante, le langage que parlait la musique était le même que la musique populaire, c'est-à-dire les chants des paysans et autres, et il y a toujours eu un dialogue entre ces types de musique. Par exemple, voilà, ils s'entre-influençaient, tu as des compositeurs qui allaient emprunter des chants de mélodies populaires, et ça se fait depuis très longtemps. Le cantus firmus, par exemple, même dans la musique renaissance ou baroque, la musique vocale. Et tu avais donc cette espèce de proximité. Ils parlaient le même langage, mais dès qu'on arrive au XXe siècle et qu'on a d'un côté Xenakis qui fait de la musique aléatoire ou qui part d'une équation ou qui veut retranscrire un bâtiment en musique, oui, il a fait ça. D'accord. Et de l'autre côté, on a désordre, ordre. Ouais. Donc on n'a jamais été aussi loin entre ces deux langages. Merci pour cette discussion très intéressante. Maintenant, pour terminer l'émission, je vous propose un petit jeu élaboré par plusieurs membres de l'équipe, dont un gros big up à Antoine, si jamais il nous écoute. Merci beaucoup d'avoir écrit des questions aussi intéressantes, vous allez voir. C'est très chouette. Donc en fait, le but du jeu, c'est de répondre à des questions, et donc qui portent évidemment sur la musique, hein, et celui qui a le plus de points à la fin, il gagne le jeu. Mais il n'y a rien à gagner. Donc c'est juste pour se faire plaisir et apprendre des trucs en s'amusant. Donc comme on n'a pas de buzzer, je vous propose de lever la main ou de répondre le plus vite possible. Comme à l'école. Ça dépend de ce que... Comme vous voulez en fait. Vous faites, Je propose de chanter les 5 premières minutes de la 4e symphonie de Beethoven. Oui, bien sûr. Pour buzzer. Tout le monde va en avoir marre déjà que c'est un peu le cas. Mais les 5 premières minutes, genre pas une seconde de plus, Ouais, pas voilà. une seconde de moins. Donc en fait, il y a les questions classées en 4 catégories. Donc il y en a les fun facts, les instruments de musique, les artistes et je ne sais plus. La Mais c'est catégorie pas 4. grave. La réponse D. Voilà. Voilà. Je vais vous poser des questions sur ces thèmes-là et on va y répondre. N'hésitez pas à participer dans le chat. Maintenant, je vois ce que vous racontez. Donc comptez les points, faites-vous plaisir, jouez avec nous. Alors, question numéro 1. Quelles sont... alors, on commence fort. Quelles sont les différentes manières de créer du son avec des instruments de musique ? Ah ouais, mais il y a 15 000 réponses différentes là. Bah, moi, j'en attends 4. Fracasser l'instrument sur le sol, ça compte ou pas? Non, on oublie Xenakis pour un instant, s'il vous plaît. C'est-à-dire percussion, cordes, vent et tout ça là. Ouais. D'accord. C'est des familles en fait, c'est des familles. Genre, en fait, t'as 4 manières de créer du Ok. son. Et En faut tapant. juste... Voilà, par En exemple. frottant. En soufflant. Voilà, en pinçant. soufflant et en pinçant. Bah, globalement, c'est ça. Deux. Bah, J'en ai ouais. dit trop au début. Oh non, ça compte pas. Non, mais c'était les familles. Deux. C'était les familles. Bon, Les bah, familles ouais. d'instruments, Pour c'est chaque différent Mais après, encore. on peut faire un cours de physique si vous voulez. Hein. S'il vous plaît, non. Non, ouais, non. Donc, ouais, tu peux créer un son avec le matériau de l'instrument. Donc, Ouais. pour votre petite culture, ça s'appelle un instrument idiophone. Genre, t'as D'accord. les castagnettes ou le xylophone. Juste, tu tapes dessus et ça oui. fait du son. Tu peux faire vibrer une membrane. Ça s'appelle les instruments membranophones. Genre les timbales ou les grosses caisses, tout ce qui est batterie, etc. Djembé. Voilà, le djembé, ce genre de choses. Tu peux produire un son en faisant vibrer une corde tendue. Ça s'appelle des instruments chordophones, genre le ukulélé, la guitare, le violon. Tu peux aussi faire vibrer l'air, donc c'est des instruments aérophones, clarinette, flûte. Et les sons avec des moyens électroniques qui s'appellent des instruments électrophones, genre tout ce qui est circuit électrique, des choses comme ça. Voilà. Donc première question un peu partagée, on va dire. Non, mais je lui donne le point. Un point. C'est maintenant l'affrontement. C'était pas le débat. C'est le le jeu où on débat. est censé s'amuser. Je vous rappelle qu'il n'y a rien à gagner. Oui, oui. Ouais, mais c'est pour l'honneur. Parce que c'est plus important. Alors je vais compter les points. Bon, non, vous comptez vos Je points. peux compter moi. Ah bah voilà, super. Parce que moi, il faut que je tourne les pages. Je te jure, je triche pas. Ouais, c'est ça, ouais. Promis. Alors, dans le chat, ça me dit que oui, il y avait aussi les synthés et la musique. Ouais, mais elle a dit électrophone, c'est ça, les électrophone. instruments électroniques. Mais du coup, un piano électronique, ça compte comme quoi?
C'est le flou de la modernité, j'ai envie de dire. Mais ouais, je mais sais c'est pas. un piano, donc du coup tu joues du piano, tu joues pas de. enfin, Oui, mais Oui, le le piano, son c'est un électré, instrument à c'est des cordes. courants électriques. Ouais, c'est ça. Ok, C'est ok, plutôt un ok. instrument électrophone. Ensuite, qu'est-ce que on peut... Alors, autre question. Parmi ces instruments, le ou lesquels ne sont pas présents dans un orchestre symphonique? Je donne ma langue au chat. Alors, il y a 4 choix, donc Ok. tu pourras peut-être choisir. Donc, il y a la flûte traversière, le clavecin, la guitare clavecin. ou la harpe. La guitare. Voilà, le point est accordé. La 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 la. Ça porte pas que sur la musique classique. hein. Le clavecin d'ailleurs c'est normal parce que je sais pas si vous avez déjà entendu le clavecin, ça ne fait aucun bruit. Donc Si, ça fait un bruit. J'ai beau adorer la musique baroque, mais le clavecin, c'est pas possible. hein, il faut arrêter ça. Désolée à tous les clavecinistes qui nous écoutent, mais mais, si c'est mignon mais C'est dans un mignon. orchestre tu l'entends pas quoi. mais les pièces pour clavecin seul, non. Ça, Bah, t'as par envie de te contre, pendre quoi mais à voilà, part ça, exactement. Il faut bannir ce genre de musique. Autre question. Parmi ces artistes, lequel a été récompensé par un Grammy Awards? Donc, entre BTS, Pierre Boulez, 6ix9ine ou Nicki Minaj? Nicki. Ouais, ce que j'allais dire aussi, mais pas sûr. Erreur. Ce n'est Pierre pas Boulez. ça. Oui, C'est vrai? Boulez Wow. a un Grammy Je Award. savais qu'il avait une récompense chelou mais un Grammy je m'en serais jamais douté. Et oui. Incroyable. 2 à 1. Putain, il était Et fort, Nicki ce n'a pas mec. de Vous voyez, la Nicki Minaj musique n'a pas de Grammy. contemporaine est Nicki Minaj populaire. n'a pas de Nul. Grammy. Nul. Exactement, tu rigoles, mais attends, voilà. Bon. Alors, une petite devinette maintenant. Je suis un instrument à vent, mais il ne suffit pas de me souffler dedans pour produire un son. C'est l'orgue. Non. Ah, Je suis un tentais. instrument Bien essayé. très ancien. On a retrouvé des traces de mon existence jusqu'à l'âge de pierre. La flûte? Non, toujours pas, mais ça pourrait. Et enfin, je suis un cousin du corps des Alpes ou du Dongshen tibétain. Je pense que c'est les trucs Qui suis-je qui posent et en fait c'est le vent qui souffle dedans, Ouais. c'est pas ça? Non, c'est pas Non, ça. c'est pas ça. Non, non, vraiment, il faut souffler dedans, mais pas que. Le son est produit par un humain. Il faut pas le vent qui passe dedans. Wow. Mais c'est pas des grands instruments là, immenses là, Ouais. C'est ça? C'est ça. Ouais. Je connais J'ai vu pas, des- c'est Mais quoi? alors figure-toi Oui. que Dans le grosse chat, chance. il y a quelqu'un qui l'a, et ça s'écrit pas comme ça, mais C'est quoi? Je sais pas du tout c'est le comment ça s'appelle. didgeridoo. Ah mais j'y Comment ça pensais, j'y s'écrit pensais, j'y ai pensé en boucle, mais en fait les didgeridoo c'est un truc d'aborigène, non? Mais pourquoi Ouais, c'est il ça. suffit pas de souffler dedans, faut Mais Ah si, c'est je parce me qu'il souviens. faut faire Je me un truc souviens, genre un peu en à la primaire, on avait trompette. parlé du didgeridoo et genre il y a un seul trou, il y a pas de tube et en fait faut juste bouger le truc Ouais. et pour en jouer, il faut réussir à respirer, Ouais. genre souffler et aspirer de l'air en même temps. C'est trop bizarre comme truc. Et comment ça s'écrit s'il vous plaît du coup? Didgeridoo, D-I-D-G-E-R-I-D-O-O. J'ai très envie de faire une blague de merde sur didgeridoo. Mais tout le monde y a pensé. Alors maintenant, les petites enchères. Est-ce que vous saurez deviner le prix du violon le moins cher à vendre sur un célèbre site dont je ne vais pas citer le nom? eBay. Genre le violon le moins cher que tu peux trouver sur internet. 3 €. Donc quand même, un peu plus. 50? T'es pas loin. 55? Un poil plus. 60. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. C'est 59 € 59. pour un violon. Après, quel violon? Ouais, c'est ça. Je veux pas Le truc l'écouter. pour les enfants, tu sais, où en fait il n'y a pas d'archer, mais Ah t'appuies oui, sur- voilà. C'est infâme ce truc. Arrêtez de vendre ce genre de choses d'ailleurs. Faisons passer un message à la France entière. Alors, Arrêtons ça tout de suite. Si je peux me permettre, ce serait très très drôle de faire un orchestre avec que des instruments hyper bas Mais je crois que Mais ça ça existe. existe. Ouais, Bah, sur YouTube, il y a des gens voilà, qui ont fait ça- ça, des reprises avec des jouets. Genre, il y a le batteur, il a une batterie Hello Kitty. Ouais, il y a un mec qui fait de la musique avec des brosses à dents aussi, Il sinon. y a même il y a même un compositeur qui a fait, alors j'ai pas le nom ni du gars, Ni de l'œuvre, ni. Mais parce que j'ai quelqu'un qui dans ma classe qui avait fait un exposé dessus, qui fait un orchestre de jouets. Genre, c'est écrit dans l'œuvre que ça doit être Ouais. joué comme ça. Non, Ouais, si, il l'a composé pour Wow. des jouets, genre. Attends, Waouh. Bah écoute, c'est Moi, je assez- connaissais la machine, j'ai un pote qui m'a parlé de la machine à écrire, là, je sais plus comment s'appelle ce truc là, mais. Oui, Ouais, t'as- j'ai entendu t'as- parler de ouais, ça un aussi. J'ai un pote qui concerto pour m'avait- machine à écrire. ouais. Parce que pourquoi pas au fond. Mais tu sais qu'il y a même des pièces écrites pour des machines tout court. Genre, il y a des. Enfin, maintenant, ils font ça sur YouTube. Il y a des reprises de musique connue juste avec des ordinateurs, des calculettes, tu sais, des trucs comme ça. Je sais pas Ouais, si il y t'as avait une vu. version de la 7ème symphonie de Beethoven, Par le exemple. deuxième mouvement avec un ordinateur sur Spotify, Voilà. quand tu cherches la 7ème, le Avec deuxième les résultat, imprimantes. c'est ça. Non, je crois que c'est un ordinateur des années 80-90, un truc un peu vieux. C'est
ça s'écoute pas, quoi, mais c'est marrant, quoi. Le fait que le mec il fait ça, c'est drôle, mais après, bon, bah, c'est pas plaisant, quoi. Mais Ah, pas du tout. Mais c'est une prouesse technique ça en vrai. existe, ça a le mérite d'exister, d'avoir été fait. Voilà, c'est ça. C'est comme faire avec des courges aussi. Plus finalement comme ça. Oui, il y a des flûtes de carottes ou des trucs comme ça. Ouais, ouais. Ah oui, tant qu'on y est, toujours dans les enchères, après le violon, le moins cher à 59 €, est-ce que vous saurez trouver le prix du basson le moins cher? 3. 3 euros. Non, non, non. Je mets pas plus de 3 euros dans un instrument, moi. Un basson. Bah, du coup, 50. Je pense que, T'en es très très loin. je pense que 500. c'est beaucoup, ouais. Très C'est très beaucoup, loin. genre basson le moins cher. Ouais, le basson. Un basson, c'est énorme, un basson. Ouais, bon. Au moins, je sais pas, 1400, 1500. Ouais. Ouais. C'est Vache. 1111 € le moins cher que tu puisses trouver Ouais, sur. mais pour le coup, le basson, le ça m'étonne fameux pas parce que site, déjà, quand tu ouais, vois la c'est taille du truc, déjà, monstrueux. rien que la taille du truc, tu le fais le basson, tu le fais en en aggloméré, ton basson en aggloméré, tu dois payer je sais pas combien d'aggloméré. Ouais. Ensuite, il y a un nombre incroyable de clés dessus, non, je pense que pour le coup. Autant en violon, c'est une plaque de bois, enfin c'est 2 plaques de bois et des cordes, autant. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et c'est sans compter les anches après. C'est ça. Ouais, Et les cordes. puis et payer le l'archet. luthier et tout. Enfin, le luthier. Quand t'achètes un violon à 59 €, le luthier, tu oublies direct. Hein. Pas de question, mais bon. Tu jettes ton violon à 50 € et tu le custom après. Enfin, Stradivarius, mais après. Petite question, on parlait de physique tout à l'heure. Par quel moyen est-ce qu'on perçoit le son? Avec Alors, l'air j'ai qui étudié ce vibre cours-là il y a dans 3 jours. Exactement. Je peux faire le cours en entier si vous voulez. Peut-être pas. Donc, en gros, entre l'oreille externe et l'oreille moyenne, il y a le tympan. Le tympan, il fait vibrer le malleus qui fait vibrer l'incus. L'incus fait vibrer le stapes. Stapes qui fait vibrer la fenêtre. J'ai oublié son nom. La fenêtre machin truc. Et donc ensuite c'est dans la périlymphe, puis ensuite c'est dans l'endolymphe, et puis ensuite c'est les ganglions spirales de Corti. Non mais ouais, ma médecine. Hein, Ouais. Ouais. Bah, Ouais. En fait, t'as de l'air qui vibre dans ton Voilà, oreille, ça qui globalement, fait c'est que Grosso ça. modo, c'est ça. Non, mais ça a J'en l'air demandais pas compliqué. tant. Après ça se transforme en un flux nerveux, ça va juste dans tout ça. mais- Et On va tantôt, donner ils le sont- point à Vanny parce qu'elle Ouais. a été plus rapide. Parce que j'étais désolée, chiant malgré aussi. tes connaissances très pointues. Ensuite, autre question. Je vais vous nommer 6 instruments que vous allez devoir rattacher à leur continent d'origine. Alors, déjà, est-ce que je vais réussir à prononcer les noms correctement? Ça, je sais pas. Alors, comme instrument, on a le pandero, le dombra, le cymbalum, Cymbalum. cymbalum, oui, pardon. Là, j'arrive. La kora et le tokere et le gut bucket. Get Buckets. J'espère que les gens. Je peux juste dire un truc. J'ai envoyé un lien sur un serveur Discord Trash Talk Get Buckets, s'il vous plaît. Soyez là, c'est le moment, c'est votre moment, les gars. Est-ce que tu sais ce que c'est un gut bucket du coup? Bah, c'est. Et d'où ça vient surtout? Je sais pas, les États-Unis. Oui, Bah, ouais. tout à fait. Est-ce que tu sais ce que c'est comme instrument? C'est l'instrument le plus cheap. À ce point-là, non, parce Ouais, que ouais. j'étais en train. Bah, Enfin, un saut je sais à pas, pour moi, triple. c'est Get Bucket, c'est le basketball, mais Get Bucket. c'est Le trop gut cheap. bucket, c'est un instrument qui est constitué d'une bassine, d'un bâton et d'une corde. Et c'est tout. Pas mal, pas mal. C'est l'instrument de MacGyver en fait, ce truc. Je veux jouer de ça plus tard. Faire un concerto pour Get Bucket. Mais fais-toi plaisir. Est-ce que vous avez des idées pour les autres instruments? Le premier, je crois que c'est Amérique du Sud, parce que ça sonne Ouais. très Amérique du Sud. C'est ça. Et le cymbalum, c'est asiatique, non? C'est pas ça? Non. C'est. Je sais à quoi ça ressemble en plus, mais par contre, pour savoir d'où ça vient. Complexe la question. Vous donnez votre langue au chat? Moi, j'en ai vu 2 déjà, c'est pas mal. Ouais, Il y a non, quoi moi, d'autre? Il y a quoi je d'autre suis comme arbitre là. Il y a je suis pas- donc, je le pandero, participe t'as plus, trouvé, j'arrête. c'est une percussion du Brésil, donc Amérique du Sud. Il y avait le dombra aussi. Américain africain? Non. Non. Il y a le cymbalum, ça tu l'as pas trouvé. Ah, je sais Enfin, ce tu que sais c'est, ce mais que je sais c'est, pas mais comment tu ça sais pas marche. d'où ça vient. La kora aussi. Ah si, la kora, c'est pas un gros truc. Une grosse guitare ou un truc comme ça? Je sais pas à quoi ça ressemble. Je crois que c'est une grosse guitare, une kora, non? Et ça, pour le coup, c'est africain, non? Ouais, ça oui, Ouais, ça bah, vient ok, si, d'Afrique. la kora, je sais ce que c'est. Ouais. Tout à fait. Et on a parlé du tokere aussi. Ça. Non. Ah, moi je suis plus là. J'ai donné la réponse. Donc on a trouvé Amérique du Sud. Le dombra, c'était un instrument du Kazakhstan, donc en Asie. Le cymbalum, c'était pas en Asie du coup, mais en Europe. C'est un instrument de Hongrie. Le lakora, c'est un instrument d'Afrique. Le tokere, ça c'est une percussion polynésienne qui vient d'Océanie. Et le gut bucket, on l'a dit, c'est Amérique du Nord. Et bah, pour votre petite culture, c'est vrai qu'elle est dure cette question, il faut s'y connaître en instrument. Alors, on a une autre question qui parle d'artistes.
Parmi ceux que je vais vous citer, lequel n'est pas un compositeur? Entre Lily Boulanger, Germaine Taillefer, Léo Delibes et Madeleine 0 sur 4? Godard. T'en connais 0 sur 4? Ouais, moi aussi, donc bon. Donc c'est quoi les noms? Alors on a Lily Boulanger, Germaine Taillefer, Léo Delibes et Madeleine Godard. Lequel n'est pas un Madeleine Godard, elle a compositeur. un lien de parenté avec Jean-Luc ou pas? Alors ça, je sais pas, je la connais pas personnellement. Madeleine Godard, je pense qu'elle est compositrice parce qu'elle est ouais, fille d'artiste, tout ça. Comment ils s'appellent les autres? Non, j'en ai aucune idée. Je pense que quelqu'un ici. Quelqu'un a Personne une idée? Ah ouais. Tu sais pas non plus? Godard, peut-être? Ouais. Je connais pas. moi. Oh, toi tu regardes mes fiches aussi. Du coup, Mais elle c'est est scénariste. ça. Marque elle- le point, ok. Voilà, Godard, c'est pas une compositrice, c'est une violoniste et professeure de violon. Tous les autres sont des compositeurs ou des compositrices. Eh ben, Je suis désolée, je m'en mêle un peu avec mes feuilles. Alors, on a aussi une autre question sur les artistes qui ont vécu le moins longtemps et le plus longtemps. Donc, parmi la liste, vous allez devoir trouver qui a vécu le plus vieux et qui est mort le plus qui a vécu le moins longtemps. En c'est gros. des contemporains ou c'est des compositeurs classiques? Il y a de tout. Ah ok, d'accord. ça va être ça. Donc entre John Lennon, Ok, Jean-Philippe Rameau, ok, Claude Debussy, ok. B.B. King, Amy Winehouse et Johannes Brahms. Je pense que Winehouse fait partie des plus jeunes. Je pense que c'était ce que tu veux dire. Ouais. Winehouse c'est Winehouse, 27, ouais. donc c'est... Exactement. Club des 27. Club des ouais. 27, Ouais. tout à Et fait. le plus vieux? Entre John Lennon, Philippe Rameau, Jean-Philippe Rameau, Claude Ouais. Debussy, B.B. King et Brahms. Brahms, il y a des photos de Brahms où il a une bonne barbe et un bon bidou, donc du coup il a dû vivre bien longtemps quand même. Mais Debussy il est mort d'un cancer du côlon, voilà, pour le Petite fun fact. info. Euh, Ouais, RIP ça fait 100 ans, ça commence Ouais. à faire longtemps. Mais... Non mais du coup, Brahms, Non, ce n'est pas Brahms. Personne n'a la réponse dans le chat. Personne n'a la réponse tout court. ah ouais non là c'est... C'est B.B. King qui a vécu 89 ans, ce qui est très honorable. C'est qui? Mais on peut noter aussi que Jean-Philippe Rameau, malgré le fait qu'il qu'il vivait au XVIIe siècle, il a quand même vécu 80 ans. Ah oui. Donc c'est costaud quand même. Mais Si j'ai- on prend la moyenne Et d'âge Brahms, du de coup, il a vécu- l'époque dans laquelle il vivait. Brahms, je sais pas. J'ai pas noté toutes les dates d'anniversaire de tous les Je sais que compositeurs. Beethoven c'est genre 56, Mozart c'est genre 38, un truc comme ça, Ouais, 37. bah à l'époque ils mouraient tous un peu trop jeunes. Hein. Et RIP la maladie. Alors, lequel, parmi tous ces featuring, lequel n'existe pas? Alors, évidemment, vous doutez que c'est tous des featuring improbables. Donc, on a One Direction et Roger Daltrey, qui est un ancien membre des Who. Un feat entre Maître Gims et Sting, qui est lui un ancien membre ça de existe. The Police. Ils ont fait Reste, la chanson, elle s'appelle, je crois. On a J'ai un doute pour le premier One Direction parce qu'il y avait une histoire de plagiat entre The Who et One Direction sur Best Song Ever et tout. ouais, justement. Donc c'est pour ça n'existe pas, ils se détestent, non? Il y a pas une Ouais, histoire des c'est SNPA. ça. C'est le seul feat. Alors, les autres, c'était Ozzy Osbourne et Post Malone, Ouais, Kanye bah, West lourd, et trop lourd le McCartney. son, trop bien le son. Donc tous les c'est- autres existent et le One Direction feat Roger Daltrey n'existe pas. Et effectivement, il y a des questions compliquées entre Non mais je crois que The Who les l'avait droits pas du tout d'auteur, mal le pris. plagiat et Je crois que tout. The Who l'avait pas du tout mal pris, mais il y avait une histoire de genre de fans de One Direction qui était en mode oh là là, The Who c'est quoi ce groupe de merde et tout. Bah bref quoi. Oh le mépris, c'est Bah, horrible. un peu triste quand même comme histoire. Saurez-vous deviner quel groupe de jazz se cache parmi ces groupes de doom metal? Alors, dans les groupes Sleep, Electric Wizard, Ghost et Trio of Doom, lequel est un groupe de jazz et non de metal doom? Ghost c'est c'est le groupe de métal suédois là, finlandais du nord là. Peut-être je connais pas Ouais. très bien le, Je crois que le Ghost milieu. je sais pas si c'est le même Ghost mais il y a un groupe de Ghost, un groupe de métal qui s'appelle Ghost qui est cool, voilà. Ah, il y a Et, quelqu'un qui a la réponse dans le chat. On peut lui donner un point. Bah Je mets allez-y. un point, hop là. Comment il s'appelle? Il s'appelle El Potato et j'arrive pas à lire le reste. Et c'est un point pour Un- pour ta il- le potato et Is Coming Home. Un point. Ah c'est un OK, ouais, c'est enfin je pense hein, mais On a peut-être un anonyme plus si anonyme. ouais. Donc, ouais, il a la réponse. Et c'est Trio of Doom.
C'était sûr. qui est un groupe Je de me suis jazz. dit, c'est sûr, il y a le piège le plus Ouais. évident de toute la planète Ouais, de la mais musique. en même genre. temps, quand tu fais du death metal, tu vas pas t'appeler groupe de death metal. quoi, c'est un peu, Ça, mais bon. Ce serait un peu. Bah, franchement, il y en a qui Quoique, font ouais, presque pourrait ça. de ouf, hein. Eagles of Death Metal, par exemple. Parmi ces groupes de rock progressif, lequel ne compte plus aucun membre d'origine entre Magma, Yes, King Crimson et ABBA. Ah bah Non. Je connais pas les deux du milieu. Ah, mais moi, je suis hors jeu là. Magma, c'est un groupe qui fait des trucs assez marrants parce que genre ils ont créé leur propre langue ou je sais pas trop quoi et ils chantent Ouais. dans des trucs. Ouais, ils chantent des trucs faut ultra voir. chelous. Trop stylé. Et c'est genre de la musique. C'est sympa. Enfin, c'est pas mon truc, mais c'est pas. C'est pas comme le reggaeton, je vais pas les cracher dessus quoi. Je pense que c'est pas King Crimson. Non, Parce c'est qu'ils pas King ont fait une Crimson. tournée il y Mais a du pas coup, c'est, longtemps, donc ça doit être Yes du coup. Ouais, Ouais. exactement. Bah bien joué. Et donc du coup ils sont, il y a juste des musiciens qui sont plus du Ouais, groupe c'est d'origine. ça. D'accord. Bah, il y a quand même John Anderson, ou Joe, Ah oui quand même. l'un des membres fondateurs qui a réintégré le groupe en 2016, enfin de 2016 à 2018 pour une tournée exceptionnelle, mais sinon, ouais, tous les autres membres ont un peu déserté le projet. C'est trop bizarre ce genre de truc. Ouais. Enfin, genre, je sais pas, System of a Down, ils ont changé un membre, ils ont changé le nom du groupe quoi, direct. Ah ouais. Ça dépend. Chacun son truc. Alors, vous connaissez peut-être l'album le plus vendu dans le monde. C'est Thriller de Michael Jackson. Mais est-ce que vous saurez deviner quel est le deuxième album le plus vendu dans le monde entier? Back in Black d'ACDC. Waouh. Quelle rapidité! J'ai même pas eu le temps de donner les exemples. Mais ouais, c'est ça. Moi, je peux prendre un thé. Non, les tasses sont pas accessibles, les Remember. Ah, voilà. Alors, par contre, petite anecdote, est-ce que vous savez quel est l'artiste solo qui a le plus vendu au monde de toute sa carrière? Alors là. J'étais hyper surprise. Enfin, non, en fait, quand on y pense vraiment, mais... C'est un vieux, un jeune? Parce que sinon, il y a Alors, c'est un Drake. mort. une. C'est une morte. Non, C'est une? et non, justement. C'est genre Beyoncé, un truc comme ça? Non, plus vieille. Non, j'ai pas. Ah Shakira, non, mais non. Madonna. Ouais, non, mais c'est Ouais, logique. ah oui, bah donc, ouais, en elle fait, Tellement oui, logique. tout Et moi, totalement. j'avais pensé à Michael Jackson au début en me disant, mais Bah en ouais. fait, elle est tellement. Mais en fait, Madonna, elle a vieille, 60 piges. Sans méchanceté aucune, mais en Elle fait, a 60 piges, elle fait carrière. toujours de la musique, Ouais, elle c'est c'est les ça. 20 ans, donc Voilà. c'est pas Voilà, surprenant. c'était ouais. tout. Pour faire joué. genre, je connais quelque chose. Petite dernière question. Lequel de ces albums n'existe pas? Entre Toto, Tutu, Titi et Tati. Ça veut dire qu'il y en a quand même 3 qui existent vraiment, entre ces 3-là. Mais c'est vraiment genre. L'album s'appelle vraiment Tutu, genre le mec s'est dit. Je sais pas, trouver un nom d'album, c'est un truc, si un jour je fais un album, ça n'arrivera pas. Mais si un jour je me retrouve à faire un album ou à composer un truc ou quoi que ce soit, genre c'est vraiment le choix du nom, c'est le pire moment dans ta vie parce que genre ça te définit. Quand tu donnes un titre à une œuvre, c'est un moment où tu vas prendre un énorme risque parce qu'en fait c'est ce que les gens vont voir et c'est le côté merch, le côté commercial, c'est le nom qui définit ça en fait. Et genre le mec il s'est dit, j'ai la flemme, vas-y. Tant pis. Alors, du coup, attends, c'est Toto, Tutu. Titi et Tata. Ouais. Moi, je pense que c'est Tutu. Non, Tutu ça existe parce que le tutu c'est le seul mot qui existe dans le. Toto et Tutu, je pense qu'il existe Titi et Tata. Tata aussi. Tata, si, Tata. Titi il n'existe pas. Ouais, mais Titi Ouais. est gros ménère. Titi n'existe pas. À la Exactement. logique, Titi n'existe pas. Mais on peut quand même noter que Toto existe parce que Ouais. c'est le C'est premier le groupe, album de du Toto. groupe américain Toto. Bah oui, Toto 1, Toto 2, Toto 3, Toto 4. Il s'est Voilà. pas fait chier pour le coup. Oh bah il y en a, tu sais. Donc celui-là il est sorti en 1978. Tutu c'est le nom d'un album de American Jazz Trumpeter Miles Davis. Ouais. Un nom pas du tout à rallonge. Hein. Et en fait ça rend hommage à un monsieur qui s'appelle Desmond Tutu, qui est archevêque sud-américain et qui a été lauréat du prix Nobel de la paix. Donc en fait c'est pas du tout un truc en référence Ah non, bah oui, aux effectivement. petites jupettes, c'est vraiment un mec qui a le prix Nobel de la paix. Ma logique n'était pas parfaite, mais ça a marché. Ça a marché. Et oui. Et Tati, c'est un album de Italian Jazz Trumpeter qui a été composé en 2004 par Enrico Rava. Voilà. Bah voilà, on a fini pour ce petit jeu. Donc je vous remercie beaucoup Une d'avoir victoire participé. écrasante. Bah, les questions étaient un peu difficiles quand même, puis ça portait pas du tout sur le sujet de l'émission, donc c'était culture G très 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 vaste. Donc merci beaucoup d'être venu déjà. plaisir. Genre, c'était vachement cool, ça m'a fait très plaisir de vous accueillir ici sur le plateau.
J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont passé un agréable moment. Donc je vous remercie les invités, je remercie aussi les techniciens qui sont là, même avec les merdes qu'on a eues aujourd'hui, ils sont toujours là et ils sont toujours de bonne humeur. Merci évidemment à l'association Artefact que Antonin représente aujourd'hui aussi, de nous soutenir dans ce projet qui est vachement chouette. Et on espère vous retrouver le mois prochain pour l'immersion, où on parlera aussi de musique savante parce que c'est dans la continuité du cycle. Et vous pouvez tout à fait nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne Twitch, en vous abonnant à notre page Instagram qui s'appelle tempo-l'émission. Sur les réseaux sociaux divers et variés d'Artefact. On a aussi un site internet Artefact où vous pourrez retrouver cette émission en podcast avec les 2 chroniques qui ont été réalisées ici. Et vous pouvez aussi adhérer à l'association. Ça nous ferait vraiment plaisir, ça nous toucherait beaucoup. Donc merci encore à tous et à bientôt.